Alors évidemment, avant l'expérience donc qui précède, ce moment qui moi je justifie incroyable quand même, parce qu'il est extraordinaire et que je souhaite que tout le monde vive cette expérience-là, parce que ça transcende une vie, c'est clair. Auparavant, comme je le disais, j'étais pas du tout, branché là-dedans. Je veux dire, effectivement, j'étais éduqué dans la religion catholique. Je pratiquais pas du tout. J'étais avec mes croyances personnelles et croyant évidemment à une vie après la vie, c'est clair. Ça, j'ai pas été surpris de ce côté-là. Par contre, ce qui a été pour moi une grande question de l'autre côté, quand j'étais fait l'expérience, c'est la religion, par rapport à la religion, à l'idéologie et au dogme qui est installé ici sur cette terre par rapport à certaines religions. De l'autre côté, il y a pas tout ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est déjà une précision importante. Il y a une forme évidemment d'idéologie qui est basée sur le respect de l'autre et surtout sur le mot amour. Voilà. Et ça veut tout dire. L'amour, c'est ce qui construit de l'autre côté, c'est ce qui fait tout. On vit avec amour, on vit dans l'amour et pour l'amour. Il n'y a rien d'autre. Vous voyez, donc ça cerne bien le sujet, ça cerne bien le problème de l'autre côté. Alors, donc, moi j'étais à la direction des scènes nationales, ce sont des anciens théâtres, ce sont des grandes maisons de la culture, pour prendre la direction des techniques de ces machines-là, les grosses machines de théâtre, hein. Évidemment, c'était l'ego qui prédomine dans dans ce monde-là, le monde du spectacle, le monde du showbiz et compagnie. Donc, j'étais là-dedans. C'était clair, j'étais carriériste, je cherchais à grimper les échelons comme beaucoup d'ailleurs. Et voilà, c'était le contexte dans lequel je me suis baigné quand j'ai fait cette expérience. Donc, c'est en 99, pour être précis, le 8 octobre, j'avais mon cardiologue pour lequel je visitais de temps en temps m'avait décelé un problème de valve mitrale qui était endommagée. Hein, il fallait absolument la changer, sinon je risquais l'AVC ou bien comment dire l'arrêt cardiaque, tout simplement. Alors j'habitais dans le Berry à l'époque, j'étais à Tours, donc c'était le grand centre cardiologique, une clinique qui s'appelle à l'époque s'appelait Saint-Gatien, qui était reconnu au niveau national comme vraiment un centre de recherche pour lequel ils pratiquaient beaucoup de techniques, de nouvelles techniques. Et entre autres, pour moi, j'étais le sujet idéal, donc ça tombait bien. Le cobaye idéal, on va dire, pour être précis. Alors ils m'ont présenté la situation, ils dit écoutez monsieur Hamar, on va vous mettre en place votre valve mitrale, non pas comme une valve mécanique comme on pratiquait jusqu'à cette époque-là, et encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce que tout le monde ne peut pas bénéficier d'une certaine technique. Proposer plutôt une plastie mitrale. En fait, c'est une technique qui est dispensée par un professeur canadien qui est venu spécialement du Canada, de Toronto, de l'hôpital de Toronto, pour pratiquer devant certains publics de praticiens professionnels, on va dire, hein, pour dispenser cette nouvelle technique. Voilà. Donc j'étais attendu, j'étais le sujet idéal pour ça, j'avais 49 ans à l'époque, c'était parfait, la morphologie parfaite, la pathologie parfaite, bref, je correspondais dans les critères absolus de cette façon pour pouvoir bénéficier de cette technologie, nouvelle technologie. Donc c'était un contexte très important puisqu'il y avait des lobbies derrière, il y avait beaucoup de monde qui avait misé là-dessus. C'est donc une première européenne. Donc déjà l'ambiance était là, la pression était là, bref, c'était compliqué pour moi à gérer cet instant-là, mais j'y suis arrivé. Donc je suis arrivé 2, 3 jours avant pour rencontrer les médecins, surtout les journalistes aussi, puisqu'il y avait quand même des enregistrements pour les médias, et aussi, surtout, faire tous les examens possibles et imaginables, même les plus durs qu'ils soient. C'était quand même complexe. Puis le jour J, hein, le 8 octobre, 7-8 heures du matin, on a descendu dans les sous-sols, dans les blocs opératoires, où là, il y avait beaucoup de monde. Alors là, c'était vraiment rempli de tous les côtés. Le bloc opératoire était froid, mais il y avait, c'est petit, c'est pas grand. Mais là, c'était vraiment rempli de tous les côtés. Il y avait des micros, donc moi j'étais ingénieur son de formation, donc je connaissais. Il y avait les caméras, il y avait aussi des docteurs, il y avait d'autres docteurs qui étaient assistés par 8 ou 7 personnes derrière, qui quand même, c'était un peu de monde. Et puis, je monte sur la table, la table d'opération, du bloc opératoire, et heureusement l'anesthésiste me sentait un peu nerveux, un peu contracté, parce que visiblement l'ambiance c'était pas évident. Pour une fois j'étais dans la lumière, hein, la lumière artificielle évidemment, et non pas en coulisses. Cette fois-ci j'étais sur le plateau face au public, un public qui était devant les caméras.
derrière la caméra, pardon. Et donc j'étais un peu anxieux, et l'anesthésiste qui était, on a blagué ensemble, m'a détendu de cette façon-là. Il a lancé la machine à injection, parce que tout était automatisé à ce niveau-là, pour l'instant, pour cette occasion-là, et je me suis parti dans le noir, tout simplement. Voilà. 10 heures après, évidemment, on m'a dit que l'opération durait 10 heures. Donc je me suis réveillé 10 heures après. Moi, je pensais me réveiller en salle de réveil, tout simplement. Ben non, je me suis réveillé un peu bizarrement, n'étant pas conscient de moi-même dans un premier temps. C'est-à-dire que d'observation. J'étais dans l'observation comme si c'était un rêve, mais un rêve vivant, sur lequel on vit, où on intervient. Donc c'est plus un rêve, c'est même pas une vision, c'est vraiment la notion de la conscience hors du corps, quoi. On peut pas dire autrement, puisque j'étais acteur moi-même. Hein. Et je me suis observé du haut, c'est-à-dire en contre-plongée, voyant un peu tout ce monde un peu se bousculant par-ci, par-là, en entendant les mots prononcés et en recevant les pensées des gens. Quand même. Donc j'étais totalement open à tout ça. Avec cette particularité, c'est que je pouvais voir à travers les murs. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais là, quoi. Ça a été ma première réflexion. Penser, hein, c'est pas un rêve. Dans le rêve, on pense pas, on n'est pas conscient du lieu ou de l'endroit où l'on est. Et là, du coup, ça a été pour moi un questionnement important. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Est-ce que c'est mon rêve qui me fait penser être à l'extérieur de moi, ou je suis vraiment à l'extérieur de moi? Et puis j'entends aussi qu'on parle de, on va le perdre, il est déjà mort, c'est pas la peine d'insister, on va le récupérer comme un légume, bref, mais non, c'est important, faut que le cœur refonctionne, après tout, on aura gagné, l'opération donc était validée de cette façon-là. Et le professeur Tyrone, qui parlait anglais, c'était pas un français, c'était plutôt un canadien anglophone, plutôt, je comprenais ses pensées en anglais, alors que l'anglais, pour moi, c'était, bon, vous voyez, pour vous dire qu'il n'y a pas de langue il y a une langue universelle qui est autre chose, quoi. Et j'ai appris que, de toute manière, pour lui, c'était pas, si le sujet se réveillait, ou si c'était moi réveillé un peu comme un légume, c'était pas important. Il fallait démontrer que l'opération avait fonctionné, le cœur était reparti, et fonctionnait pendant au moins 1 heure derrière, sans problème, quoi. Bien, ah, c'est que je suis mort alors, bah c'est sympa quand même. Que non seulement j'accepte ça, parce que c'est vrai que je ne me voyais pas revenir, je parlais de légumes, j'avais pas envie de ça, donc je dis j'acceptais ma mort, quoi. C'est dommage parce que je pensais à mes enfants, j'avais des enfants à l'époque, j'avais encore jeunes, hein, qui étaient là, mon épouse à l'époque, et voilà, c'était un peu compliqué à gérer ça, cette émotion-là. Puis de toute manière, j'avais pas le choix, donc j'ai accepté cette mort. Et c'est à ce moment-là que, juste auparavant, avant d'accepter ça, c'est marrant parce que j'ai entendu une conversation un peu lointaine, mais extrêmement distincte, qui se trouvait à peu près à 300 mètres de là, dans une autre aile de bâtiment. Et j'étais voir. Je me suis déplacé pour aller voir, et directement, j'ai vu un homme et une personne qui était allongée, et une infirmière qui était auprès de lui, qui était en train de discuter sur la teneur d'une opération qui venait d'avoir lieu. Il était en salle de réveil, donc il venait de se réveiller. Il était fâché, il n'était pas content du tout de ce qui lui est arrivé, parce que il devait être opéré des 2 jambes, amputé des 2 jambes, mais en dessous de genou, et non pas au-dessus, comme ça avait été. Donc son questionnement, ça a été, mais comment je vais faire avec mes prothèses que j'ai plus ou moins envisagées? Là, ça va changer de la donne, comment je vais faire pour me déplacer? Donc c'était son inquiétude qui avait suscité en moi un émoi pour aller vers lui. Et, j'entendais bien la personne qui était en face de lui, qui était une infirmière, qui s'occupait, mais qui expliquait les choses, le pourquoi, le comment. Bon, pour moi, ça a été, c'est resté en mémoire, ça. Et après, je suis retourné de là où j'étais, hein, pour repartir très vite. Après, en acceptant la mort, et là, je suis rentré dans un schéma, on va dire, un peu simpliste, mais qu'on retrouve un peu partout maintenant, sur ce fameux tunnel, qui n'est pas un tunnel, pour à mon avis, qui est plutôt une espèce d'endroit énergétique très puissant, avec des volutes qui vous emmènent, et qui en même temps délivre un son extrêmement beau, comme la synthèse une harmonique parfaite, quoi. Vraiment quelque chose d'extrêmement beau, quoi. Hyper rassurant, c'est comme si c'était
de l'énergie qui était là pour vous rassurer, qui me transperçait la conscience que j'étais, quoi, pour aller enlever toutes les inquiétudes et les questionnements. Et au fond, et très vite d'ailleurs, est apparu un petit point blanc qui est devenu très vite, quoi, très vite. Il n'a pas en l'espace d'un quart de seconde, alors que le temps n'est plus. Hein. Mais là, pour situer un peu le décorum, en un quart de seconde, la lumière était là, elle était blanche, très luminescente, très très forte, très forte, mais pas éblouissante. Je veux dire, c'était quelque chose de velours, c'est de la lumière velours, la lumière cotonneuse, hein, c'est-à-dire, et elle vient vers vous, elle vous embrasse, et elle vous prend, quoi. Elle vous prend. Bon, est-ce que c'est moi qui étais vers elle ou elle vers moi? Je n'en sais rien. Me suis retrouvé dedans. Et là, j'ai senti comment dire, une vibration d'amour que je ne pouvais pas comparaître sur Terre, quoi. J'avais, pourquoi un sentiment d'amour? On se sent concerné, on se sent aimé à un point comme, je dis souvent, 100 000 mamans vous dit un instant, à cet instant-là, je t'aime. Vous voyez, c'est quelque chose de puissant à ce niveau-là. C'est comparatif un peu particulier, que 100 000 mamans vous disent, je t'aime. Vous ressentez cette puissance d'amour en vous, quoi. Et vous pénétrez dans un espace blanc, tout à fait très luminescent, sans limite de quoi que ce soit, où, alors là, je n'avais pas conscience du corps, hein, qui était le mien. J'ai eu conscience après. Mais j'avais les yeux, le panoramique des yeux qui était incroyable. On ressentait tout, tout ce qui était environnement était d'une douceur absolue. C'est comme si vous pénétrez du coton de la ouate, vous savez. Et dans ce coton ouateux, il y avait, c'était pas des nuages, c'est pas de la brume non plus. Il y avait des espèces de lumière scintillante, des volutes qui venaient un peu me caresser. Et à chaque caresse que je ressentais, c'était une caresse d'amour, quoi. Waouh, c'était impressionnant, quoi. Et je pensais pas à la mort à ce moment-là. J'étais dans le présent, ce présent permanent, et je pensais plus déjà d'où je venais. J'étais intégré dans cette vibration-là, quoi. Et très vite, une voix est arrivée, une voix humaine, pas, je sais pas, une pensée, mais c'est une voix que j'entendais quand même, hein, qui était non pas féminine ou masculine, c'était une voix. Je ne pourrais pas déterminer la forme en tout cas. Et avec elle, on a fait un peu très rapidement le tour de ce que j'avais vécu, c'est-à-dire la projection holographique de ma pensée, de ce mon passé que j'avais venu de quitter, tout simplement, hein, de ma naissance jusqu'à ce présent-là. Hein. Mais pas sur les moments tragiques ou difficiles, surtout sur des flashs comme ça où je constatais les paroles blessantes que j'ai pu provoquer ou dire par rapport à certaines personnes, par rapport à des gestes ou des pensées malsaines ou méchantes en même temps, et je voyais la conséquence de ça. Hein. Donc je regrettais évidemment d'avoir fait ça, évidemment, mais bon, c'est tout. Le regret n'est pas un jugement sur lequel il y a un assesseur ou un juge qui vous condamne ou pas. Vous acceptez les conséquences que vous avez, comment dire, induites par rapport à votre comportement. Et c'est ça, en fait, ce pardon. Ben, j'aurais pu mieux faire, quoi, évidemment. Là, vous avez conscience de ça. Donc ça dure pas longtemps. C'est très rapide. Et après, je me suis retrouvé encore dans cet environnement blanc. Et là, très vite apparu 3 personnages. Et là, j'ai vu qu'il y avait un corps. Quoi. À ce moment-là, j'ai constaté que j'étais bien un corps avec 2 bras, 2 jambes, bref, une tête. Je connaissais pas les habits que j'avais. Ça m'était égal complètement à ce moment-là. Eux, ils étaient vêtus de tuniques blanches, bleues, enfin très colorées en même temps. Et ils venaient vers moi. Et un des personnages que j'ai reconnu très vite, c'était en fait un ami qui était parti à peu près 2 décennies avant. Il s'appelait Baudouin, et c'est Baudouin qui est venu m'accueillir. Très vite, j'ai reconnu non pas par sa prestance, sa présence physique, mais par son regard. Quoi. Je connaissais ce regard, et ce regard-là, très vite, il m'a fait repenser à ce Baudouin que j'avais connu de son vivant sur Terre. Quoi. Hein. Il m'a dit, bonjour Vincent, voilà, tu n'es pas mort. Tu viens, justement, l'opportunité, on a choisi l'opportunité pour t'accueillir et te faire comprendre ce que vous appelez, vous l'au-delà, eux l'appellent un autre nom, j'ai pas retenu le nom, un autre nom. Et voilà, mais je suis pas mort, mais si, je suis mort, enfin, ce que j'ai compris, quoi. Non, non, tu n'es pas mort. Il n'a pas été plus loin dans l'explication. À partir de là, il m'a donné plein d'informations que j'ai retenues dans ce contexte
global, mais que je ne peux pas détailler, si ce n'est que au travers d'une temporalisation après être revenu sur Terre. Hein, je ne peux pas tout dire tout du coup, comme si on m'empêchait de délivrer des messages qui seraient de l'avenir ou du futur, tout simplement, qui se présentent au moment présent. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein, des messages qui sont codés, on va dire, pour être délivrés au moment présent sur Terre. Hein. Ça, je l'ai appris après. Hein. Pour l'instant, c'était toute une information et la voix se partageait avec Baudouin. Une autre voix me donnait d'autres explications. Tout simplement, ce que j'appellerais, moi, c'est un peu grossier, mais c'est un peu la conscience universelle. Voilà. Hein. C'est un package qu'on vous donne, et puis ben, vous le prenez, et puis ben, vous comprenez ce que vous pouvez sur le moment, puis après, ben, c'est en vous. Quoi. Hein. À partir de là, Baudouin m'a dit, ben, allez, on y va. Alors, on descend pas, on prend pas l'ascenseur, on marche pas vraiment pour aller d'un plan à un autre. Alors, je comprends, c'est là où, évidemment, dans l'explication, on m'expliquait que disait plutôt que les niveaux se situent non pas par rapport à la puissance de l'âme, mais la puissance de l'âme par rapport à l'amour qu'elle a induit en elle, quoi, simplement. Donc les plans existent, les plans vibratoires, que tout est vibration, hein, du plus petit comme au plus grand. On m'a expliqué aussi toute la cosmologie qui existait, dans laquelle nous nous baignions, et tout ce qui était aussi de l'autre côté, des autres côtés, d'autres univers, notre univers, d'autres univers. Enfin, bref, vraiment comment dire, une information globale concernant l'environnement dans lequel nous sommes, nous, plongés ici sur Terre et de l'autre côté. Hein. Tout ça pour me familiariser avec ce qui va suivre, tout simplement. Et il m'a dit, Baudouin, toutes ces explications, il m'a dit, maintenant, on va t'emmener. Tu vas venir avec nous. On va descendre de plan en plan. On va commencer vers le plus bas, le plus lourd, le plus compliqué et le plus difficile à comprendre, puisqu'il s'agit du bas astral, hein, qui n'est pas quelque chose de facile à comprendre déjà, le pourquoi, le comment, sans la notion religieuse dedans. C'est quelque chose qui est lourd vibratoirement, et là, c'est là où vous vous rendez compte qu'effectivement, dimensionnellement, dans les dimensions dans lesquelles on est de l'autre côté, celle-ci ne représente pas grand-chose. Quoi. Hein. Elle est, j'oserais dire, à deux dimensions, hein, la hauteur et la largeur, c'est-à-dire que c'est de la proximité. Hein, voilà. Et donc j'étais confronté à un moment donné, dans l'ouverture, quand la dissipation de ces vibrations, on s'est retrouvé devant un mur marron, luisant, extrêmement désobligeant, mais carrément le dessus, quoi, avec la vision panoramique en même temps, très large, de ce que pouvait représenter ce mur. Quoi. Et c'est très prégnant, c'est de la haine qui sort de là, c'est construit comme de la haine, quoi. C'est la haine de soi, avec des gens, des personnages que je ne pouvais pas distinguer comme humains, mais en tout cas des consciences humaines emprisonnées dedans, avec beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, beaucoup de mots gentils, hein, vraiment très gentils, en mon rencontre évidemment, mais aussi en rencontre des autres, et voilà, donc ça a été pour moi très prégnant, je sentais la haine absolue, quoi, la noirceur absolue, et j'en pouvais plus, quoi, et très vite ils m'ont compris qu'il fallait que me sortir de là, pour traverser une faille qui n'était pas une faille, je sais pas, on est passé de l'autre côté, donc c'est une notion géographique, on va dire, là, qui se met en place, pour apercevoir vraiment l'environnement, le décorum, je veux dire, qui était glauque totalement. Je veux dire, c'est déjà extrêmement furtif, c'est pas des choses qui fixent. Alors, je sais pas comparer, ici sur Terre, c'est compliqué. Hein. C'est comme si vous aviez un film qui tourne à, non pas à 24 ou 25 images secondes, mais à 100 images secondes, donc ça va très très vite. Et c'est très furtif et ça fait très mal. On ressent très 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 durement la situation. Alors c'était des ombres, en même temps des objets, je voyais des personnages humains quand même englués dans quelque chose de terrible. Je voyais le noir dans lequel ils étaient, qui ne voyait pas la tierce ou les autres personnes autour de lui, qui ressentaient, qui hurlaient de douleur, qui en mon encontre ou aux encontres nous envoyaient beaucoup de haine, quoi, beaucoup de noirceur, quoi. Et là, c'était compliqué pour moi. Donc c'est pareil, j'ai demandé à sortir très vite de là, et puis ils ont vite compris que... Mais bon, il fallait que je voie pour ramener peut-être cette information après, par la suite, quoi. Et puis après, on est sorti de cette
claustration infernale, on ne peut pas dire autrement, hein, dans laquelle où justement ils m'ont expliqué juste en dehors de ça qu'il existait quelque chose de beaucoup plus difficile que ça, mais que je ne pouvais pas comprendre. Mais en quelques mots, ils m'ont raconté brièvement que c'est ce qu'ils appellent le sous-sol, on va dire, hein, pour schématiser, très simplement un sous-sol où l'âme est séparée de son histoire. Voilà. Ça concerne très peu, finalement. C'est très peu de choses. C'est ce qui s'appelle la seconde mort, elle est définitive, là, c'est terminé. Donc là, on retourne à sa source, une de ses sources, et l'histoire de la personne qui a vécu X vies sur Terre est effacée définitivement. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus rien. Donc ça concerne, comme je l'ai dit, très peu de personnes. Il faut vraiment en vouloir hein, pour descendre dans les sous-sols, hein, parce que c'est renier totalement la notion d'amour, c'est construire toutes ces idées autour de cette haine, la haine de soi. Quoi. Donc c'est une douleur absolue hein, qu'on peut même pas imaginer. C'est un rouleau compresseur qui annihile toute forme de pensée positive. Toute forme de pensée positive. Donc ça fait mal, ça fait beaucoup de mal et la douleur, elle est dantesque, quoi, je dirais, elle est impressionnante. Quoi. Moi, je l'ai pas vécu, donc je peux pas, mais je l'ai ressenti quand même, comme ça, de loin. Donc voilà, et on est sorti de ce marasme-là pour très vite aller sur les plans supérieurs, mais on a sauté quelques milliers de plans, hein. Il n'y a pas que 1, 2, 3, 10 plans, il y en a des millions et des milliards de plans, hein. C'est fonction de la notion que l'amour qui est en l'âme a pu être généré ou pas. Générer un acte d'amour envers l'un ou vers l'autre, et surtout envers soi-même. Et plus on se rapproche vers le haut, plus l'âme est épurée, évidemment, de cette notion d'appartenance à quelque chose qui est l'ego, on va dire. Voilà. On est plus dans la notion du partage avec l'autre, l'amour de soi. Voilà. L'amour pour mieux aimer l'autre. Ça a été la première leçon et la seule leçon que j'ai retenue d'ailleurs, si on peut appeler ça leçon, enfin, cette notion plutôt une notion importante de la vie en général, quoi, dans toute sa grandeur et dans tous les plans. Voilà. Et on est arrivé donc sur des plans magnifiques. Alors là, j'ai pu découvrir un peu ce que représente l'au-delà, hein, les paysages impressionnants, la nature luxuriante, une couleur incroyable que vous ne connaissez pas sur Terre, avec une fluorescence de la vie, quoi, de l'énergie qui anime cette nature. Les brins d'herbe sont frétils de joie à vivre cet amour, quoi, tout simplement. L'arbre, c'est pareil, on voit à travers et on voit cet échange synergétique qui existe entre ses racines, s'il a des racines, et le bout de ses feuilles, quoi. Et quand vous les touchez, vous ressentez une caresse d'amour incroyable. Et je me souviens marcher sur l'herbe, j'avais peur évidemment d'écraser toute cette beauté, quoi. Mais non, au contraire, il vous renvoyait de l'amour, quoi. C'était impressionnant, quoi. C'est la conscience pure, quoi. C'est pas rien, quoi. C'est pas anodin, quoi. C'est pas inerte, c'est pas comme on peut le croire. En voyant la nature verte sur Terre, avec les arbres qui ne bougent pas du tout pendant toute leur vie, non, au contraire. Il y a de la vie, il y a de la conscience dedans. Et c'est là que vous apprenez l'impressionnante qualité que représentent ces vibrations-là, animales et végétales. Voilà. Et c'est une de grandes leçons, là, c'est clair. Et c'est magnifique en même temps, parce que c'est plein d'amour, il n'y a pas d'autre chose. Quoi. Et donc, j'ai voyagé. Alors, on voyage comment? On vole, hein, on va se promener. Pas en escadrille, hein, on est rarement seul, on n'est jamais seul. Hein. Elle est toujours accompagnée. La solitude, c'est quelque chose qui n'existe pas, sauf si elle est demandée ou voulue, tout simplement, pour être... non, un peu de tranquillité maintenant, voilà. Non, on voyage, on bouge beaucoup, parce qu'on passe beaucoup de temps dans les premiers instants, entre guillemets, que l'on est de l'autre côté, pendant des années et des siècles, à voyager, à visiter cet univers et ces univers, parce qu'on a accès à tout. Hein. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion d'univers que représente le nôtre et que représente les autres univers. Et c'est cette cosmologie un peu divine, j'oserais dire, dans laquelle je vais m'aventurer après. Alors toujours est-il que là, j'étais toujours accompagné, et à un moment donné, de plan en plan, c'était de plus en plus beau. Hein. Pour se représenter un peu ce que ça représente la puissance vibratoire de l'amour, c'est que je le dis toujours, hein, vous dessinez un V tout simplement, avec une petite échelle au milieu. Les barreaux d'échelle représentent les plans,
Et là-haut, vous avez le B, les 3 B, le bien, le bon et le beau. Et plus vous ouvrez le champ d'application, vous montez donc l'échelle, plus le champ d'application du bien et du beau est présent, et de plus en plus fort. Voyez. Et ça, c'est infini. C'est ça, c'est la définition de l'au-delà. C'est-à-dire que vous n'avez jamais fini de grimper les échelons, quoi qu'il arrive. Vous ne redescendez pas, vous grimpez toujours. Soit vous stagnez, ou soit vous... Sauf si vraiment il y a la chute, il y a un barreau qui a été coupé par le noir et par là. Hop, et là vous redescendez d'un échelon, voire de plusieurs échelons. Hein. C'est comme ça qu'on peut retrouver dans le bas astral certaines personnes qui ont été, à un moment donné, élevées, qui se sont retrouvées prisonnières de leur propre haine dans ces bas-fonds, quoi, tout simplement. Et nous sommes arrivés à un moment donné avec toujours mes confrères, ou mes compères, je sais pas comment appeler ça, comment dire ça, comment les dénommer. En tout cas, Baudouin était toujours présent à mes côtés pour me signifier dans l'explicatif ce que je regardais, ce que j'essayais de ressentir, quoi. Savoir que j'étais vierge, moi, de toute chose. Donc, eux, ils ont largement le temps de s'habituer aux énergies. Moi, j'arrive brutalement d'une énergie basse par rapport à une énergie très haute. Donc, la régénération, elle est longue. Pour ceux qui viennent sur Terre, moi, elle a été très rapide. Hein. C'est pour ça que j'avais pas accès à tout. J'avais accès à ce que je pouvais comprendre, hein, en tant qu'humain. Hein, parce qu'après, le reste, de l'autre côté, on apprend autre chose. On n'est plus des humains, je veux dire, en tant que matière, on est des âmes énergétiques, hein, de forme humaine, c'est clair, mais plus avec la conscience du cerveau, mais autrement. Donc c'est là qu'on a accès à d'autres informations. Vous voyez. En tout cas, moi, j'étais quand même encore avec mon petit cerveau humain, même s'il était immatériel, mais dans ma compréhension, j'allais dire, j'ai passé cette régénération très vite pour arriver dans un monde totalement inconnu pour moi, puisque j'avais quand même une notion, moi, religieuse, de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Alors, je n'ai pas trouvé ça du tout, quoi. Il n'y avait pas de dortoir, parce qu'on dit on vous réveille à la fin des temps, pardon, on se réveille à la fin des temps. Moi, j'ai pas vu de grand dortoir où tout le monde dormait, quoi. Hein, tout le monde était bien vivant, bien actif, rayonnant de joie et surtout beaucoup d'humour. Hein, il y a beaucoup d'humour, on s'amuse énormément, on rigole beaucoup, on se fait des blagues, hein, mais pas, elles sont tout à fait raisonnables et très gentilles en même temps, mais c'est très intelligent, quoi. C'est très subtil, voilà. Hein. Donc on peut pas dire on pleure de l'autre côté, non, au contraire, on est toujours en rire, en sourire, et si on peut appeler ça des anges, parce que j'ai pas vu des ailes, là, ou des gens avec des ailes là-haut, mais les gens élevés, on va dire, qui sont très élevés, ascensionnés, comme on dit dans le terme philosophique bouddhiste, ascensionnés, ou pas bouddhiste, je sais plus, maître ascensionné, c'est des gens qui ont une certaine prestance, une connaissance spirituelle, quoi, voilà, c'est ça. J'ai rencontré ces gens-là à un moment donné, et c'est là où j'étais confronté à ma religion, et c'est là où j'ai vu Marie, tout simplement. J'ai rencontré Marie dans un espace extrêmement fleuri, construit pour me recevoir, peut-être, pas pour l'occasion, mais quelque chose qui est vibratoirement extrêmement fort. Mes compagnons n'étaient pas avec moi à ce moment-là. Je me suis retrouvé seul face à ce que j'appelle ça une closerie, un espace magnifique de fleurs et de présence que je ne peux pas décrire parce que c'est au-delà d'un concept humain. Et Marie est venue vers moi et elle m'a pris les mains et c'est là où j'ai ressenti, elle m'a pris après dans les bras. Donc je ne suis pas passé à travers elle, hein, parce qu'on pourrait dire on est tous des fantômes de l'autre côté, non. On est tous sur le même plan vibratoire, donc on est tous de la consistance du même plan, donc on ne se passe pas à travers. Hein, les murs sont bien des murs. On passe pas à travers les murs, on passe à travers les portes, les trous, les portes, enfin bref, dans les demeures qui sont les nôtres là-haut, dans les cités. Voilà, donc Marie, elle m'a pris dans les bras et là j'ai ressenti l'absoluté de l'amour, quoi. Je savais pas à ce point-là pourquoi elle est venue me voir, je n'en sais rien. Pourquoi d'autres qui ont fait ce voyage, pas forcément le même, mais un petit voyage n'a pas eu cette... Sauf certains l'ont vu, évidemment. Certains ont été eu connaissance de ça. Moi, la question, je me la pose encore aujourd'hui, je ne sais pas. C'était important, certainement, pour me transmettre quelque chose que je suis en train de retransmettre aujourd'hui en tant que vivant terrestre, quoi, de ma vie terrestre. Tout ce que je fais aussi aujourd'hui dans la matière des conférences, dans la matière des livres, de tout ce que je peins, de tout ce que je transporte au niveau de son, on va dire, des expériences que je propose, c'est elle qui a induit ça en moi. C'est grâce à elle que j'ai pu faire ça. Ça, je sais, c'est grâce à elle. Sans ça, j'aurais pas pu. Hein. Peindre, je savais pas peindre avant. Elle m'a donné cette science-là
par ce contact-là, c'est tout. Après, il y avait autour d'elle tous les personnages que l'on peut connaître, qui sont d'ailleurs plus ou moins représentés là, et que j'ai reconnu sans mettre de nom. Attention, hein. Je suis pas dans la relation des disciples de Jésus, par contre, non, pour moi, c'est des êtres que j'ai vus là-haut, qui sont les amis, les copains, les grands copains, les camarades, comme on dit, voilà. Hein. C'est pas quelle forme, c'est la famille, c'est vraiment les liens d'amour puissants. Là, hein. Voilà, donc je peux pas dire que c'est des disciples des apôtres, non, je peux pas mettre des noms dessus, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai rencontré ces personnages-là qui m'ont permis justement m'expliquer plein de choses, discuter tranquillement. Comme le temps n'est pas compté, le temps n'existe pas, c'est le présent permanent. Donc je peux pas dire combien de temps ça a duré. C'est ça. Hein. On a perdu cette notion du temps, mais avec quand même cette réflexion qui est extraordinaire parce que la pensée, c'est elle qui crée de toute manière, qui crée l'environnement, qui crée la relation à l'autre, qui crée le déplacement. Et dans ce déplacement, si vous avez, par exemple, on a envie, et ça, je l'ai expérimenté, il m'expliquait que si vous avez envie, par exemple, d'aller à un point A, à un point B dans une dimension terrestre qui est de 1 milliard d'années-lumière, pour vous, vous faites en un instant, le temps de la pensée. Mais vous avez le choix de ralentir votre pensée. Ça veut dire la possibilité de ralentir la notion de la vitesse de la pensée, je sais pas comment dire, de la pensée, tout simplement. Et de vous arrêter à des points culminants, des points importants, un jalonnement sur lequel vous avez envie de vous arrêter. Voilà. Hein. Sinon, vous allez directement du A à B. Mais entre A,1, A,2, A,2, vous avez le droit de le faire. Hein. Donc c'est ça, je veux dire, on peut ralentir, je mets un terme français, enfin un français humain, une façon de concevoir humainement, on peut ralentir sa pensée pour profiter de la beauté du voyage, tout simplement. Voilà. Mais eux, ils ont d'autres explications. Moi, je vous donne la version humaine. Hein. Je peux pas en inventer d'autres, je ne sais pas. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'ai voyagé des trucs incroyables. J'ai vu des choses, mais même pas imaginées. Je tente de les représenter dans les peintures. Là, je travaille sur d'autres visions que l'énergie. Je travaille sur les paysages maintenant. Vous voyez, pour vous dire que la couleur, c'est incroyable. Quoi. La luminescence des couleurs, parce qu'on peut pas parler de la luminescence des couleurs, mais ça vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui est vivant, qui est incroyable. La couleur est vivante, c'est pas anodin. Donc sur Terre, la couleur est pas vivante, elle est inerte, elle est plaquée. Hein. Ben là, c'est du vivant, quoi. Donc c'est ça qui est. Ces barrières sont complexes pour les comprendre la réalité de ce qui est vivant là-haut de l'autre côté. Hein. C'est du vivant partout, quoi, partout et permanent. Voilà, donc ça a été ces voyages incroyables. C'est là que je me suis rendu compte que la Terre, vue de haut, de très haut, hein, de très loin, comme un astronaute pourrait le faire en partant vers de Mars, je voudrais dire, assez loin, que ce joyau dans lequel nous habitons est unique dans l'espace de proximité dans lequel on est. Hein. Nous, notre système solaire, parce que l'on le voit, mais dans des dimensions plus restreintes, évidemment, et plus faciles. Hein. Alors, on peut pas mettre des noms, Vénus, Jupiter, Saturne, bref, tout ça, ça n'a plus d'importance. On sait que ça existe, on le voit. Et on se rend compte quand on regarde cette Terre de loin que c'était vraiment un bijou, un joyau divin, quoi. Et malheureusement, on voit qu'elle est ternie. Moi, j'ai vu une espèce, un peu comme Nicole d'ailleurs, je pense que Nicole Roy lui parlait de la même façon que je l'ai raconté, cette espèce de brume un peu grisâtre, noirâtre, qui tourne autour, en fait, qui est l'enveloppe, on va dire, externe, au-delà de l'atmosphère, hein, donc je ne peux pas dire combien de kilomètres de la surface, mais on voit ce brouillard-là qui est un peu terni et qui ternit un peu les couleurs, comme si c'était l'émanation des vivants terrestres qui émenaient dans les idées, dans la guerre, dans la haine de l'autre, générer des espèces comment dire, de vortex noirs qui fait qu'ils s'accumulent à l'environnement de la Terre, quoi. Voilà, donc ça, c'était impressionnant à voir. Et surtout, l'environnement extérieur du système solaire, l'univers tel qu'on le voit de l'autre côté, il est très, très lumineux. Très lumineux. Il est lié en plus avec des liens entre toutes les planètes. On voit ces synergies qui existent entre chaque planète, quoi.
Ça veut dire que on est tous concernés. Que ce soit au fin fond de l'univers, dans l'infini, jusqu'au plus petit dans le quantique, au-delà du quantique, on est tous concernés par la même chose, quoi. Le vivant, tout simplement. Et le vivant, c'est l'amour, tout simplement, et cette forme d'amour, elle est l'univers. Et là, je vais un peu plus loin maintenant dans l'explication, telle que l'on conçoit, telle qu'il m'a été proposé. Nous sommes en Dieu, tout simplement. Une énergie, Dieu, c'est une énergie immense, qui n'a pas de limite, qui existe depuis toujours et qui existe dans l'infini jusqu'à l'infini, quoi, sans fin, quoi. Et cette énergie, elle se compose de nous-mêmes. Nous sommes une émanation de Dieu. Donc en nous, il y a une émanation, une énergie. Et entre les planètes, il y a un échange énergétique très important qui est lié grâce à ce qu'on appelle, moi j'appelle la matière noire ou l'énergie noire, que l'on ne peut pas déceler avec notre science et notre physique terrestre. On peut calculer peut-être, mais pas à voir en tout cas. On le voit de l'autre côté quand on est de l'autre côté et on voit à quoi ça ressemble, quoi. En fait, c'est un échange énergétique très important. Ça veut dire que, je prends un exemple terrible. Si par exemple vous faites péter une bombe atomique sur Terre, ça a une répercussion jusqu'au fin fond de l'univers. Vous voyez, tout est lié. Et là, on touche le cœur même de l'univers, le moteur de l'univers. Hein, c'est atomique quand même. La fission atomique, c'est ce qui détruit. La fusion, non, c'est ce qui construit. Hein, c'est bien différent. Et nous, on travaille dans la fission. Donc, ça veut dire que c'est la répercussion, c'est une énergie qui s'échappe. Hein. La fusion, c'est plutôt autre chose. Là, c'est plutôt, ça délivre de la chaleur et de l'énergie. Mais la fission, c'est vraiment quelque chose qui éclate. On va bousculer les atomes et ainsi de suite, répercuter jusqu'à la fin de l'univers. Hein. Donc, ça veut dire que, là j'en viens à ça, que les civilisations extraterrestres que j'ai rencontrées, et ça existe, ça c'est vrai, pas dans le système solaire directement, si ce n'est que ce serait trop long à expliquer. Pas rentrer dans le détail, qu'il y a bien des présences dans notre système solaire, mais des présences qui sont là justement pour nous aider, pour nous permettre, nous seuls vivants. Il n'y a pas d'habitants sur la Lune, il n'y a pas d'habitants sur le Mars, il n'y a pas d'habitants sur Vénus et autres. Il y a la Terre qui est habitée, vraiment. Il y a la vie sur Terre. Il y a des embryons de vie sur Mars, des embryons de vie ailleurs, mais dans d'autres échelles énergétiques, je veux dire. Hein. Voilà. Et donc du coup, ils sont là, ces gens, ces civilisations qui sont pour moi extrêmement élevées spirituellement. Je dis pourquoi élevées, parce que je pense que l'accès à la science spirituelle est dépendant de la science humaine, ou de la mathématique ou de la physique, quoi. La science spirituelle, c'est ce qui va vous délivrer au niveau de l'intuition un chemin sur lequel vous allez vous orienter, qui va vous donner la réponse à vos questionnements, à toute forme de questionnement. Donc vous avez accès à l'infini, à des réponses infinies, quoi. Hein, c'est la notion même de l'univers, tout ça. Si vous êtes sur un chemin spirituel. Alors je sais pas comment on l'explique au niveau du bouddhisme, je sais pas comment on l'explique autrement que par ce mot-là, puisque la religion n'en parle pas. Si les gens qui arrivent quand même à avoir une conscience spirituelle absolue peuvent avoir cette possibilité de deviner ou de comprendre la réalité de la physique universelle, je veux dire, hein, c'est le mot que je peux employer, avec cette capacité de maîtriser ça. Donc, ces civilisations ont acquis cette certitude-là. Donc, ils sont capables de venir nous voir en très peu de temps. C'est-à-dire, ça va être capable de tordre le temps et de tordre le tissu spatial, tout simplement, hein, pour raccourcir les distances. Ça, pour eux, c'est pas un problème. C'est très facile, puisqu'ils ont acquis cette science-là. Ils ne sont pas prêts de découvrir tant que l'humain n'a pas changé sa forme de vie, sa forme de conscience, tout simplement. De penser ne pas forcément qu'à lui, mais de penser plutôt aux autres, hein, c'est-à-dire la préoccupation de l'autre. C'est l'amour de l'autre, quoi. D'abord, il s'aime pas l'humain, en tout cas, les gens ne s'aiment pas, ça c'est vrai, on le voit au travers de toute cette vie dans laquelle on est. Et ça, c'est la première des portes à ouvrir pour avoir accès à toute cette science spirituelle, c'est d'abord l'amour de soi. L'amour de soi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais on n'a pas été éduqué de cette façon-là. On n'a jamais pris en classe ou dans les études à nous formater plutôt dans un sens vers l'autre, plutôt vers nous-mêmes, quoi.
Hein, donc on navigue en mode binaire, de toute manière. Hein. Il y a le début, la fin, le jour, la nuit, enfin bref, tout. Alors qu'il y a un autre mode qui existe. Hein. L'amour, pour soi, c'est l'amour universel. C'est parce que je m'aime absolu que c'est l'ego qui va se protéger. Non, c'est un autre amour. C'est pas l'amour de l'ego. On passe pas par l'ego. L'amour de soi, c'est la reconnaissance de ce que l'on est, d'être le pardon de ce que l'on est. Ça, c'est important. Le pardon de ce que l'on est. Je suis pas fait comme toi ou comme vous. Enfin bref, on est tous différents. C'est la complémentarité, la complétude qui permet justement d'être en équilibre et en sérénité vis-à-vis des uns et des autres. Quoi. S'il n'y a pas cet amour de soi, la sérénité n'existe pas entre les uns et les autres. Donc on ne crée pas, on détruit plutôt qu'autre chose. Quoi. Voilà. Hein. Donc l'amour de soi, c'est la première des portes à ouvrir. Après, pour mieux aimer l'autre, tout simplement. Et une fois qu'on est arrivé dans ce principe-là, je veux dire, tout arrive. Quoi. Même dans votre vie, je veux dire, il y a plus d'embûches. Vous savez où vous allez. Vous avez un discernement extrêmement fin, en haute définition et très subtil. Donc vous savez où vous allez. Il n'y a plus d'anicroche, plus d'inquiétude à avoir. C'est ça, je veux dire. Et c'est là où, si l'homme avait compris ça dans l'éducatif, dans la forme éducative vis-à-vis des gamins, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein, bien au contraire. On serait comme ces civilisations déjà en train d'explorer l'univers. Hein, voilà. Donc eux, ils le font, et il y a des milliards et des milliards de civilisations, rien que dans notre galaxie, c'est impressionnant. Quoi, hein. Ils ne sont pas tous arrivés à cet échelon-là, il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein. On n'est pas tous issus du même temps, je veux dire, le temps sur Terre n'est pas le même forcément ailleurs, c'est clair, ça dépend de notre système solaire, de la circonférence, du voyage, de l'ellipse que forme la Terre autour du Soleil et tout, qui détermine le temps, de toute manière, alors que le temps n'existe pas dans l'espace, absolument pas. C'est pour ça que pour eux, le problème du temps, une fois que vous l'avez maîtrisé, n'existe plus. Quoi. Donc un point B, il y a des milliards de kilomètres de la lumière, c'est pas un problème, ils le font en un instant. Quoi. Vous voyez, ils arrivent à tordre ça, pour eux, c'est rien. Quoi. Et voilà, donc ça, c'est pour vous dire que les civilisations extraterrestres sont déjà présentes ici sur Terre. C'est très important. Parce qu'ils sont mélangés à la race humaine. Alors il faut savoir que la race humaine, elle est un peu dispersée partout dans notre galaxie. Il n'y a pas de crabe intelligent, il n'y a pas d'insecte moustique intelligent, avec l'intelligence humaine capable de construire un environnement, hein, qui est construit sur la partie de la matière et de la science. Non, c'est tout simplement, c'est lié à l'ADN du carbone, tout simplement, qui va se délivrer en symétrie, tout simplement. Nous sommes des êtres symétriques, c'est ça. Hein, on a bien deux oreilles, deux yeux, deux narines, une bouche, c'est vrai, mais au milieu, hein, elle n'est pas sur le côté. Voilà, donc c'est ça qui veut dire que tout l'univers actuel, le nôtre, donc notre galaxie, je n'ai pas été voir ailleurs, hein, j'ai pas eu le temps. Dans notre galaxie, tout est basé sur le carbone, de toute manière. Donc voilà, donc on est tous issus de la même souche, c'est-à-dire vie, hein, l'étincelle de vie, elle vient uniquement du carbone, dans cet axe chimique-là, qui a délivré des êtres chimiques, mais symétriques, pardon, voilà. Hein. Et donc on a tous une forme humaine, quoi. Les animaux sont symétriques aussi, hein, voilà. C'est pas eux qui détiennent non plus la bêtise, hein, ils sont très intelligents, je veux dire, l'intelligence humaine, elle n'a rien à voir avec l'amour qui est en nous, quoi. Les animaux, surtout les chiens, enfin, les animaux que l'on connaît les plus proches, sont plus intelligents en amour que nous, de toute manière. Hein. Un amour inconditionnel, c'est clair, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'on est au départ. Hein. Après, on est formaté, comme je l'ai dit, en mode binaire, pour apprendre le début et la fin. Quoi, voilà. Donc, ce qui gâche un peu la vie, d'ailleurs, quelque part, parce que, voilà. Et là, ça serait partir pour de longues discussions. Alors voilà, donc ces êtres un peu exceptionnels, j'en ai rencontré, j'ai vu comment ils vivaient, j'ai vu comment était leur cité, magnifique. Hein. C'est des êtres grands, pour ce que j'ai vu. Hein. Il y en a d'autres peut-être, mais j'ai pas vu tout le monde non plus. Hein. J'en ai vu quelques-uns. La plupart étaient grands, beaucoup plus grands que nous, plus fins, on va dire, avec un regard et un visage extrêmement beau, très, comment dire, presque arrivé à la perfection, j'ose dire. Hein. Qui ont maîtrisé évidemment la science de l'astrophysique que l'on ne connaît pas, pour laquelle on n'a pas accès pour l'instant, depuis très longtemps, et qui sont là depuis longtemps, bien avant nous, hein, qui sont arrivés au niveau de leur nature même
Quand les mondes ont été construits quelques millions d'années avant nous, et même quelques milliards d'années, hein, ça n'a rien à voir avec là. Ils ont quelques milliards d'années pour certains d'avance sur nous, quoi. Donc c'est impressionnant. Hein. Que deviendra l'homme dans quelques milliards d'années? Personne ne peut le dire. Peut-être aura disparu de cette terre pour reconstruire autrement autre chose. Enfin, on le voit visiblement, la race humaine est en train de disparaître ici. Hein. Voilà, elle va disparaître. On ne peut pas rentrer dans le sujet, mais bon, ça c'est l'avenir qui arrive dans très peu de temps quand même. Hein. Donc voilà, donc ils sont là pour nous aider à contenir nos envies guerrières, tout simplement. C'est pour ça que la Troisième Guerre mondiale, j'y crois pas. Parce qu'ils seront là pour empêcher, de toute manière. La Terre est un joyau, je le rappelle. Il est unique dans notre système solaire, on ne va pas le détruire. Et si on commence à détruire la Terre avec des bombes qui peuvent faire beaucoup de dégâts, tout le monde est concerné dans l'univers. Donc, ils vont empêcher ça. C'est un équilibre, hein. C'est une cohésion parfaite, l'univers. Hein. Mais si on touche le cœur de l'univers, hein, c'est la construction atomique, tout simplement. Si on modifie énergétiquement ce cœur-là par l'explosion en fission, je veux dire, ça va avoir des répercussions très très loin. Donc ça va bousculer. Et ça peut même faire bousculer, comment dire, dans les systèmes solaires ou les systèmes quels qu'ils soient qui tournent autour d'une planète, ça peut faire bouger les orbites de certaines planètes. Et donc aller faire comme un jeu de boules et fracasser un peu tout ça, et avec une redondance qui peut s'arrêter, on ne sait pas quand. Quoi. Voilà. Donc c'est interdit. Voilà. Ça c'est vraiment le. Donc ils interviendront, si ça devait, ils interviendront en masse. Là je peux vous dire que c'est redoutable. Quoi, hein. Ils feront pas de quartier. Voilà. Ils ont une façon à eux qui est incroyable. Ils m'ont expliqué comment ils pourraient intervenir. Comment ils pourraient. C'est impressionnant parce que c'est une forme énergétique. Ce que j'appelle, moi, l'onde FO, c'est une forme fondamentale harmonique qui compose un ensemble d'autres harmoniques qui est extrêmement pénétrante, qui la matière pour elle n'existe pas, donc viendra au cœur même de chacun de nous pour motiver ou démotiver les gens. Donc motiver pour aller dans le sens que eux comprennent, c'est le sens de l'amour, ou démotiver les gens qui ne veulent pas comprendre, c'est de les faire partir. Voilà, vous voyez. C'est une schématique un peu simple, mais c'est comme ça, quoi, que ça va se passer. Donc voilà, ça c'est la partie extraterrestre. Après, j'ai continué un peu mon voyage, j'ai rencontré les plans, je voudrais dire des plans, les mondes des suicidés, des gens qui sont partis volontairement, qui étaient importants. Et c'est là que j'ai rencontré un cousin qui s'appelle Daniel, qui est parti de cette façon-là, à l'âge de 30 ans d'ailleurs, très jeune, parce qu'il avait subi un burn-out, travaillait pour les 3-6 à l'époque et il n'en pouvait plus, trop demandé, donc il a pété les plombs et il s'est suicidé. Il a laissé évidemment une famille et 2 enfants. C'était un grand copain à moi, qui était un copain de classe, qui s'est marié avec ma cousine Germaine, donc il est devenu dans ma famille. Je me préoccupais toujours de lui et c'est vrai que j'avais de longues discussions avec lui quelques jours avant son départ, qui me parlait de suicide. Pendant des nuits entières, on parlait au téléphone. J'essaie de le maintenir dans cette attache à la vie, tout simplement, mais il n'y arrivait pas. Quoi. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer de l'autre côté, et c'est lui qui m'a expliqué ce que devenaient les gens qui font un départ volontaire, un départ précipité, et comment ça se passe pour eux. Donc il y a, faut très vite calmer la chose, il n'y a aucune condamnation de l'autre côté. On ne condamne pas un geste pareil, parce qu'on prend en considération ce qui a permis ce geste. Sauf si vraiment vous voulez suicider parce que vous avez une entreprise importante qui a fait faillite et que vous ne voyez pas comment vous en sortir autrement qu'avec vos richesses et vos biens matériels. Quoi. Donc, vous préférez la mort plutôt qu'autre chose. Là, ça se passe pas comme ça. Là, c'est plus difficile. Quoi. Là, il y a une confrontation avec la réalité de ce que l'on est, le non-amour de soi, parce que, voilà, et on rentre dans un concept beaucoup plus difficile dans la régénération des choses, qui va durer très longtemps. Hein, voilà. Tandis que eux, la plupart, ceux qui sont liés à des problèmes sentimentaux même, par exemple, ou bien la perte d'un être cher, la perte cognitive, tout simplement, la dissonance cognitive qui vous emmène dans le trou, tout simplement,
l'impossibilité de revenir parce qu'on n'envisage pas autrement. Ça, de toute manière, ça c'est tout à fait compréhensible et compris. Et justement, on vous aide à comprendre. Non seulement, là vous êtes confronté tout de suite à une douleur qui est supplémentaire à celle qui vous a permis de le faire, c'est de voir la douleur que vous laissez aux autres, de votre famille qui est restée sur Terre, qui comprennent pas le geste parce que ils sont pas dedans, quoi. On peut pas condamner qui que ce soit à faire parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Quoi. Donc c'est ça qui est difficile à supporter pour le suicidé, je veux dire, le départ volontaire, quand il se rend compte que le mal qu'il induit de son geste induit sur le comportement des autres et ça n'enlève pas forcément le mal qui a permis. Et on a deux mâles qui s'additionnent, donc c'est un peu difficile sur le moment. Après, très vite, on est pris en charge et par des âmes aguerries qui sont spécialisées, je veux dire entre guillemets, dans l'aide et le soutien de ces gens-là. Quoi. Donc ça se passe très très bien et ça se passe sans jugement évidemment. On essaie de comprendre avec la personne le pourquoi, le comment. Alors c'est marrant parce qu'on n'est plus dans l'acteur, on observe les choses. Et c'est dans l'observation que l'on comprend mieux, à l'extérieur de nous-mêmes, qu'on le comprend mieux, qu'on aurait peut-être pu suivre ce chemin-là que celui-là, qui nous emmenait dans le trou. Quoi, hein. Mais bon, c'est pas du regret, hein. On est dit, voilà, c'était possible. Maintenant, tu vas revivre ta vie. Et alors peut-être, moi, je sais pas c'est qui va dire ça, mais il y en a qui disent que de toute manière, ils devront revenir sur Terre pour finir leur vie. Ça, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. J'ai pas compris comme ça, moi, mais bon, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des nécessités pour le faire, j'en sais rien. Donc ces plans-là, j'ai découvert aussi la notion religieuse de l'autre côté, qui est toutes les religions se retrouvent sur un même concept, hein, de toute manière, hein, celui de l'amour, tout simplement. Donc on se désinforme, je voudrais dire, de tout ce que l'on a appris, tout le formatage que l'on a subi en tant qu'idéologique, hein, donc les obligations, les dogmes et compagnie. Et de l'autre côté, c'est plutôt une communion, pas solennelle, mais générale, qui permet à tout le monde de s'entretenir sur le même sujet, quoi. Hein, c'est de l'amour, tout simplement. Et donc la vision de Dieu, elle est permanente, de toute manière, puisqu'on est en Dieu. Hein, on est en lui. Donc tout ce que l'amour qui est là, qui est pour nous, qui se distingue dans chacun de nous, quand même, parce qu'on garde quand même notre individualité, notre identité, hein, il est très important. On ne se noie pas dans une nappe absolue vibratoire. Hein. Chacun conserve ce qu'il est. Et aussi conserve aussi par cette notion de ce que j'appelle m'émotionnel, les mémoires de l'âme, c'est-à-dire toutes les vies antérieures vécues dans des conditions parfois difficiles sont conservées dans ces mémoires qui sont plus non plus comment dire incisives et qui font mal, mais plutôt compréhensibles. Et voilà. C'est pour ça que la grandeur de l'âme, elle se construit par rapport à ce qu'elle a vécu, par une meilleure compréhension de l'observation et non plus de l'action. Voilà. C'est ça qui est important. Donc voilà. Ça, c'est la vie de l'autre côté. Alors, on vit comment? Où? Dans quelles conditions? Avec qui? C'est la grande question. On n'est pas comme sur Terre. Hein. C'est la famille, elle existe, mais c'est pas cette famille-là qu'il faut voir. Il y a une partie de la famille qui est là, mais l'autre partie n'est pas là. Par exemple, si vous avez des liens avec des gens qui sont de votre famille, mais que vous n'aimez pas pour X raison, parce qu'il n'y a pas d'atome crochu, il n'y a rien, il n'y a pas de synergie entre vous, il n'y a pas d'échange possible, vous ne reverrez pas ces gens-là, sauf si vous le voulez, simplement. Hein. Donc vous ne vivrez pas à leur côté. Par contre, vous vivrez avec tous les gens avec qui vous avez aimé, avec qui vous avez partagé dans l'amour certaines émotions, qui sont d'ailleurs de toute manière très importantes sur Terre pour les revivre de l'autre côté autrement. Ça, c'est important, comprendre mieux les choses. Et surtout avec ces gens-là. Et on découvre qui était notre père à l'époque, dans une autre vie, qui était notre sœur ou notre mère, enfin, qui était comme si on retrouvait une identitaire qui est universelle, voilà. Où on sait un jeu de rôle, un jeu de théâtre, on va dire, on habille un costume de quelqu'un, on dit tiens, je vais m'essayer là-dedans, pour voir qui je suis, comment je réagis par rapport à des situations qui sont liées à la forme, tout simplement. Hein. Voilà, et on échange comme ça, et on vit dans les demeures qui nous ressemblent fortement. Alors les demeures, est-ce qu'elles ressemblent à l'autre? Bien sûr, c'est le mélange de tout qui donne une demeure où tout le monde peut habiter. Alors, toutes ces demeures sont pas dans des villes, c'est plutôt des cités, moi. Le terme cité me plaît mieux, qui elles sont très très importantes et très imposantes, quoi. Et avec intégrées dans la nature propre, cette nature qui est magnifique et luxuriante.
Donc, c'est pas des choses distendues à des infinis impossibles. Au contraire, c'est en fonction de ce que l'on veut. Voilà, tout simplement. C'est vous-même qui éclairez votre chemin, c'est personne d'autre. Voyez. Pour comprendre ça, c'est compliqué, hein, mais, mais c'est magnifique, quoi. Parce que moi, c'est vrai que quand je vais dire avec des mots, j'ai l'impression de minimiser la situation, alors que c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Et c'est la grande difficulté des expérienceurs, enfin, des gens qui ont eu des expériences comme la mienne, pour mettre des mots dessus. On a l'impression de pâlir, de salir quelque chose, quoi. Alors que la réalité, c'est plus, quoi. Voilà. Donc voilà, ça a été dans grimper les échelons, les plans de plan en plan avec mes trois compagnons. J'étais jusqu'à la limite possible de ce que je pouvais comprendre ou assimiler, en tout cas. Après, ce que j'appelle, c'est pas un mur, hein, c'est plutôt un mur d'incompréhension pour moi. Ou un ressenti sur lequel je peux pas mettre de mots. Donc, ce mur énergétique, je l'ai vu, et je ne pouvais pas aller plus loin. Et Baudouin et les autres m'ont dit non, on va pas plus loin parce que là, tu ne pourras pas comprendre. Donc, c'est pas la peine d'y aller. Tu te réserveras ça une autre fois quand tu viendras pour une fois définitivement. Et là, c'est là ce que j'appelle la supra-harmonie, quoi. C'est là où commence la vraie vie. Tout avant n'est que essai et exemple. Ça n'est que ça. On expérimente avant. Une fois qu'on a expérimenté dans toutes les formes et domaines, on va vivre la vraie vie. Et là, c'est le début de quelque chose qui est extraordinaire, qu'on ne peut pas imaginer dans notre tête humain. C'est la quintessence, tout simplement, de tout, de tout vivant dans tous les univers. C'est impressionnant. À voir, c'est impressionnant. À dire, c'est compliqué. Je sais pas les mots. C'est au-delà de la raison humaine, quoi. C'est pas que c'est pas le domaine de Dieu, hein. Dieu est déjà intégré avant, non, c'est la suite logique. C'est le début de quelque chose qui va jusqu'à l'infini. Ça veut dire qu'il y aura encore un autre, une infinie, une infinie, une infinie. Donc ça fait peur. C'est-à-dire, dans la compréhension humaine, nous, on habite toujours entre le début et une fin, quoi. On peut jamais imaginer ce que c'est l'infini, quoi. Et l'éternité, évidemment, du coup. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut pas condenser dans un cerveau humain cette notion infinie et d'éternité, quoi. C'est impossible. Donc les mots manquent pour ça, pour expliquer ça. C'est pour ça que je peux pas expliquer ce qui arrive après, quoi. Voilà. À partir de là, j'ai compris tout et c'est à ce moment-là que Benoît a dit maintenant, il va falloir que tu reprennes ta vie, quoi. Ah bon? Alors moi, j'avais pas oublié que j'étais que du passage. Je voulais pas redescendre. Ah non, on n'en est pas question. Je parle de redescendre vibratoirement. Attendez, vous me faites voir le paradis, je veux dire, enfin, plus que le paradis, le super paradis. Et là, maintenant, j'ai retourné en enfer. C'est ça, c'est la question. Oui, mais d'accord. C'est vrai que ça va être dur, mais tu es chargé maintenant d'informations, d'expérimentation. Tu as compris des choses. À toi de délivrer plein de choses, pas des messages, j'aime pas trop ça. De faire en sorte que, voilà, plutôt que de regarder face à toi-même et de dire ben, je suis beau, je suis riche, je sais ce que je veux. Non, c'est d'aller plutôt vers l'autre. Donc ça, par rapport à Marie, c'est ce qu'elle m'a dit, tu vas aller vers les autres et parler, raconter, dire, expliquer ce que tu as compris. Pas plus, quoi. C'est pas de l'information, c'est pas de la révélation, c'est du partage, tout simplement. Partager ce que tu as vu. Voilà. Et tu vas le faire très bien, je le sais. Voilà, donc ça m'a rassuré. Mais Baudouin, je dis non, non, moi j'ai pas envie de revenir quand même. Pas... Mais oui, mais t'as ta famille, t'as tes enfants qui t'attendent, qui n'ont pas encore fini de grandir, ils ont encore à vivre, à partager avec eux plein de choses. L'éducation, enfin tout ça, l'amour tout simplement. Et c'est ça en fait, c'est l'amour paternel qui m'a rapproché de nouveau vers mon corps qui était là, étendu, tout petit. Hein, je voyais tout petit vraiment auprès d'une infirmière qui parlait beaucoup et fort. Parce que de l'autre côté, tout est dans la notion musicale. Les bruits sont musicaux. C'est pas bruyant, quoi. Ici sur Terre, c'est terriblement bruyant et fort partout, quoi. Alors que non, c'est très subtil de l'autre côté. C'est des sons, des pensées voilà, que l'on comprend, on parle pas avec la bouche. C'est pas cette relation-là. C'est difficile à expliquer comment on arrive à. C'est par la pensée, c'est la conjonction, c'est la complétude, c'est vraiment tout se met en place facilement, quoi. Il n'y a pas de, voilà. Tandis que sur Terre, c'est autrement, hein. Donc du coup, je me suis vu, j'ai entendu beaucoup de bruit, alors c'était très bruyant pour moi.
Et puis la lumière était très très violente quand même. C'est pas la même lumière, quoi. Elle est artificielle, celle-là. Elle est pas belle. Elle vibre pas dans le même diapason que le mien dans lequel j'étais avant, quoi. Donc là, j'étais obligé de retourner vibratoirement dans mon corps. Et je me dis jamais je pouvais voir. C'est comme si je voulais rentrer dans ce petit bouchon-là. Mais comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire pour rentrer là-dedans? Je peux pas. Mais si tu peux, hop, vas-y, hop, j'y étais, hop, comme ça, j'y étais, je suis descendu. Ça a fait très mal quand même. Ce qui a fait très mal, c'est pas le fait de l'enserrement, de circonscrit dans un bouchon. C'est de retrouver un peu la pesanteur, la lourdeur, ce que ça représente. Le plaquage des membres sur le sol, enfin, sur le drap. Lever une main, un bras, c'était compliqué, quoi. Alors que là-bas, c'est tellement léger, quoi, il n'y a pas de... Donc ça a été ça, ces retrouvailles avec ça c'était en premier lieu. Et le mal, évidemment, je savais, puisque l'opération était quand même violente, donc quand même ouvert, hein, on a écarté le thorax, hein, quand même, ça fait appui sur les vertèbres. Donc toutes ces douleurs sont ressorties, même s'il y avait des produits chimiques qui m'empêchaient d'avoir mal, les antalgiques, je sais pas quoi, les anti-inflammatoires, bref. Néanmoins, j'avais quand même très très mal, et je râlais, mais j'arrivais pas à parler, parce que j'avais quand même encore un tuyau qui était la respiration, on pouvait respirer artificiellement, voilà, qui prenait le relais à ma propre respiration, et donc j'étais aidé de cette façon-là, et j'ai demandé à ce que l'on l'enlève, et effectivement, on me l'a enlevé, et très vite j'ai demandé à avoir un voile sur les yeux, parce que la lumière du néon qui était là, à 4 mètres de là, me faisait très très mal aux yeux. Enfin, faisait pas mal à mes yeux là, mais à mes autres yeux de l'âme, quoi. J'étais pas habitué du tout à ces vibrations-là. Et très vite, j'ai dit, oh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais alors, les cordes vocales étaient abîmées, hein, quand même, parce que ça forçait quand même, hein. Passer le tuyau, le tube, il est gros quand même, hein. Donc on a abîmé les cordes, il était un peu enroué, un peu comme celle-là maintenant, qui fait que j'ai dit, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est beau. Donc c'est merveilleux, voilà. Ah oui, elle m'a dit tout de suite, très vite, l'infirmière dit, oui, c'est une opération merveilleuse, qui a bien réussi, hein, vous êtes revenu, c'est super, voilà, tout s'est très bien passé. Bien. On n'a pas parlé de la mort à ce moment-là. Et secret gardé, quand on ne pouvait pas parler, surtout pas. Mais on parlait pas du même merveilleux, quand même. Moi, je parlais d'un monde dans lequel j'étais revenu, et elle, d'un monde dans lequel, où, effectivement, l'opération était merveilleuse et bien réussie, c'était la première. Voilà. Ça m'a ramené à la réalité terrestre, et dire, oulala, ça va être compliqué maintenant. Et là, très vite, j'ai compris le langage que je devais adapter pour pouvoir faire passer ce message-là, quoi, que la vie existe bien après la mort, et que c'est pas ce que l'on croit vraiment au travers des religions, c'est beaucoup plus beau que ça, c'est beaucoup plus, c'est moins, comment dire, c'est moins juge, c'est moins jugé, il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup de facilité, et il y a le pardon, quoi. C'est ça qui est. Avec cette notion du pardon absolu d'avoir, avant de partir, ça facilite bien le passage, quoi. Voilà. C'est en gros, c'est ça que j'ai pensé très vite après. J'ai cherché à savoir si vraiment ce que j'avais vécu était réel ou totalement inventé par mon imaginaire, ou totalement une vision de quelque chose dans un shoot d'anesthésie, hein, anesthésiant, ou un flash du cerveau. Eh ben non, j'avais pas la réponse. Et ça a duré pendant 10 ans à peu près, cette histoire-là. Alors j'essayais de partager ça avec ma famille, et très vite, il n'y avait personne, tiens. Quand on parle des gens comme ça, il n'y a plus personne autour de vous, tout le monde ça va. On va chercher une occupation l'un ou une occupation pour l'autre, quoi. Donc, et très vite, ça a créé la dissonance entre nous, quoi. Parce que moi, j'avais changé intellectuellement dans ma tête. Mon cerveau avait pris une autre forme de vision de la vie, dominée par le ressenti, notamment pour mon intuition qui était devenue très forte par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, ça a modifié profondément ma façon de parler, de penser et de faire surtout. Voilà. Ça a transformé ma vie, ça je peux le dire autrement. Je sais pas si je trouvais un autre homme après. Justement avec cette notion créatrice qui était très forte en moi, cette notion de vouloir faire autrement, de travailler plutôt en collégialité alors que j'étais le responsable de quelque chose, de donner plus d'importance à mes collègues subalternes, entre guillemets, dans la hiérarchie, et qui faisait que je leur donnais plutôt le pouvoir et non pas la responsabilité de mon combat. Donc je donnais le pouvoir de la décision à ces gens-là, et moi je prenais la responsabilité. Donc c'est la forme collégiale, hein, tout simplement, qui était importante, et ça a marché très bien, ça. Je dirais,
Voilà, j'ai pas eu de problème avec la hiérarchie à ce niveau-là, ce qui était là-haut, parce que ça fonctionnait, si ce n'est que le ministère a dit non, alors ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Il y a une code du travail, il y a une convention collective, il y a des règles, bah oui. Et moi, je respecte les règles. C'est pas marqué que je dois absolument décider pour tout le monde, non. Bon, alors, et donc ça marchait très bien, et ça a permis justement à des gens qui étaient là, de passage, de comprendre autrement la vie professionnelle, quoi. Et c'était magnifique. Il y avait des très beaux échanges, et ça créait une famille, tout simplement. Notre famille, voilà. Et aujourd'hui, il n'existe plus puisque je suis parti à la retraite depuis hein, pas mal d'années maintenant. Et donc voilà. Mais néanmoins, après, il m'est resté pendant 10 ans de souffrance, parce que ça a été compliqué à partager. Impossible à dire les mots, parce que j'arrivais pas à trouver la cohérence entre ce que j'avais vécu et ce que je voulais partager. Il manquait des liens, quoi. Il manquait des choses. Les mots me manquaient. Il manquait la pierre d'achoppement simplement pour soutenir le reste, quoi. Et un jour, en après-midi, face à ma télé, justement, j'étais en repos. On avait travaillé 2 semaines non-stop en jour de repos, donc j'étais un peu fatigué. Et je m'étais octroyé 2 jours de repos. J'étais seul à la maison dans l'après-midi. Les enfants n'étaient pas là. Je regardais la télé. Et puis, ça s'est passé 10 ans après quand même. Et d'un seul coup, je reçois une énergie d'amour, mais puissante comme une douche, quoi. Ça vous prend là, ça vous descend tranquillement. Ça occupe tout votre corps jusqu'à la pointe des pieds. Ça dure à peu près dans le temps 1 minute à 2 minutes. Et puis avec une voix qui me dit mais qu'as-tu fait de nous, quoi. Bien. Bon, c'est passé. Hop, je regarde la télé, parce que c'était le feuilleton américain qui parlait de qu'as-tu fait de nous. Pas du tout. C'était un peu sordide de ce qui se passait, donc ça, je pense pas. Je pensais que ça venait de ma tête ou de l'extérieur, parce que j'étais au rez-de-chaussée, j'avais entrouvert la fenêtre de la rue, quoi. C'était un passant qui passait, non, il y avait personne, donc, et ça, ils l'ont répété 2 fois, ça. 2 fois. Ouf. Et là, j'ai compris. Qu'as-tu fait de nous? Bah oui, il va falloir que je me bouge maintenant. Mais comment faire, quoi? Donc, j'ai réessayé d'écrire, parce qu'au départ, j'avais écrit, bref, comme ça, des nouvelles, quand même. Et quand j'ai commencé à mettre l'écriture sur le papier, très vite, j'ai senti que ma main était prise, quoi. C'est pas l'écriture automatique, mais l'écriture intuitive. C'est-à-dire que c'était mon intuition qui prenait. Et moi, je voyais les mots qui défilaient dans ma tête et j'écrivais. Ah non, plus fini, quoi. J'étais fatigué quand même, hein, au bout du moment. Et je recommencerai le lendemain, et je refais le lendemain pareil. Et c'est comme ça que j'ai écrit les premiers livres, quoi, simplement, où je racontais toute l'histoire. Donc ça, c'était la première rencontre. Après, avec moi-même, hein, pour dire que j'ai pu partager de cette façon-là. La deuxième, j'ai appris au travers de mon médecin traitant, quand j'étais dans sa salle d'attente, une revue scientifique qui était là, juste en train de bouquiner, de feuilleter plutôt, et je vois Dr Moody, la vie après la vie. Bon, ça m'intéresse, je vois la 4e de couverture, qui explique un peu le cheminement de son bouquin, et je vois parler d'expérience de mort imminente. Je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, ou NDE. Et puis, il raconte certains passages très rapidement de ce que les gens ont vécu. Hein, tu vois, c'est étonnant. Moi qui me croyais seul quand même, pendant 10 ans, j'étais seul. Je savais pas que ça existait, puisque personne dans mon entourage m'en parlait. Personne ne disait rien, parce que ce soit là-dessus. Hein. Plutôt la religion qui en parlait, enfin, parlait du mode religieux, quoi. Pas du mode spirituel. Et puis, voilà. Donc j'avais arrêté d'y croire, et du moins, je dis que c'était un rêve, après tout. Et quand ils m'ont rappelé à moi, à l'ordre, je veux dire, j'ai compris. Et quand j'ai vu ce truc, je dis, je suis pas le seul. Et là, ça m'a réjoui, quoi, parce que je dis, ouf, ça existe vraiment, quoi. Donc, je ne suis pas pris pour un fou. Je suis pas le seul à vivre sur l'expérience. Donc, je me suis très vite rapproché de mon libraire pour acheter le bouquin, là, et je l'ai lu, en 2-3 jours, je l'ai lu entièrement. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des similitudes avec ce que j'avais vécu. Pas tout à fait, mais presque. Donc ça m'a rassuré, et ça m'a rassuré pour me pencher sur la question, est-ce que ça existe en France? Et donc j'ai commencé à chercher sur Internet à l'époque, oui, ça existait, oui. Ça commençait à exister, et j'ai entendu parler de Nicole Dron. Tiens, voilà une qui, elle, parle d'un voyage de 45 secondes dans l'éternité, à 45 secondes.
Moi, j'ai mis 1 an et demi, elle 45 secondes. Alors, 1 an et demi, c'est pas la réalité terrestre, c'est le temps que j'ai mis, que j'aurais calculé pour faire tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai voyagé, quoi. Elle, c'est 45 secondes, mais elle, évidemment, réel temps TF, mais elle a fait comme moi, non, enfin, très longtemps, quoi. Et je me suis très vite rapproché d'elle par son livre, j'ai été acheter son livre, et j'ai lu, et là, je me suis dit, il faut que je la rencontre, quoi. Je peux pas rester ça avec ça, moi, pour tout ça, comment je dois partager. Elle était, moi j'habitais dans le Berry, elle était sur Dijon, elle donnait une conférence à une association à Dijon, et j'étais la voir un week-end, et j'étais assisté à sa conférence, et ça me parlait énormément. Je dis, bah merci, merci. Et j'étais la voir après, écoute, Nicole, il faut que je vous parle, quoi. Je sais pas comment vous dire les choses, mais tout ce que vous avez vécu, moi je l'ai vécu. Ah, c'est vrai. Mais dans les détails, je commence à lui parler. Ah bon? Ah, oh dis donc, vous avez été loin. Ben, allez, on va au restaurant. Allez, on va manger ensemble. Et c'est là que j'ai pu parler avec Nicole, et voilà, et depuis, ben voilà, de temps en temps, on s'appelle. Là, elle a un peu pris son... Elle était aussi très fatiguée par rapport à la vie, et Michel, qui était un peu compliqué aussi à vivre avec lui. Et je l'ai souvent rencontré, on a fait des conférences communes, bref, voilà, ça a été la première personne qui était comme une sœur pour moi, quand même, qui avait vécu la même chose, quoi. Différemment, mais dans les mêmes concepts. Et après, bah après, ça a été des conférences, et après d'autres rencontres avec des expérienceurs, plein d'autres, quoi, voilà. Et c'est ce qui m'a amené sur ce chemin de partage de cette façon-là, mais il fallait pas que j'arrête là. Je savais que il y avait d'autres moyens pour partager. Le verbiage, c'est bien, mais les gens ont besoin de voir, d'entendre, hein. Et donc, comment je vais pouvoir faire voir les choses? Je me dis, je vais tenter la peinture. On va essayer je vais m'approcher de la peinture, des tableaux. Et plus c'est facile pour moi, quoi. Impressionnant. Mais j'étais la main guidée, quoi. C'était clair. En fait, il prenait ma main et faisait un peu, il transparaissait tout au niveau de la couleur, des trucs incroyables. Et quand je voyais ça, je disais, oh là là, c'était compliqué. Alors, j'avais tenté de le faire un peu sur Internet, commencer à manipuler avec Photoshop, mais à partir de quoi, j'en savais rien. Et voilà, donc j'ai travaillé, commencé à travailler couche par couche, et je suis arrivé à des résultats impressionnants. Et à partir de là, j'ai dit, mais il fallait peut-être que j'avais des visages en moi, des vues de visages très, très distinctes, et allez, je vais quand même les peindre. On va tenter de faire. C'est comme ça que je suis arrivé à faire ce genre de visage, et puis plein d'autres choses aussi, hein. Et là, je m'attaque sur les paysages maintenant, donc c'est intéressant. Voilà. Et après, ben, je vais pas en rester là, quand même. Parce qu'il y a une autre forme de partage, c'est par la musique, par le son, quoi. Comme j'étais ingénieur son formé pour ça, après j'ai dévié pour prendre la direction des choses, mais avant, mon métier premier, c'était le son. Donc, et c'est une matière comme le bois, vous le sculptez comme vous faites comme vous voulez. Le son, c'est pas avec les harmoniques et tout ça, c'est vraiment, vous savez, il y a l'arbre, il y a le son, et puis derrière, il y a tous les harmoniques. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et les harmoniques, c'est la protection, c'est la bulle harmonique, hein, qui a plusieurs bulles dans lesquelles on peut travailler. Et que j'ai ramené au premier plan, et qui a un autre impact par rapport à une note, vous entendez autre chose. Ça vous pénètre. Ça fait pas que les oreilles, ça vous pénètre. Et c'est ça que je vais travailler. Ça, je sais faire. Donc, j'ai appris à ça, et j'ai trouvé des musiques, j'ai mis à peu près, oui, on va dire, 700 heures, 800 heures de travail effectif pour trouver les musiques, trouver les sons, trouver les vibrations, trouver la voix, trouver l'écriture, trouver, parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a la voix qui parle, il y a la voix qui est sur un texte, qui est, voilà, et que je vais appeler le retour à soi, c'est-à-dire que c'est le retour à nous-mêmes, tout ce qui est en nous, quoi. Tout ce que je décris là-dedans est en nous, quoi, voilà. Hein, donc c'est le retour à soi. Et j'ai trouvé des musiques que l'on trouve pas nulle part, quoi. C'est qu'on trouve pas ailleurs, quoi, plutôt. C'est très compliqué. Des fois, je suis passé par le dark web pour arriver à des situations complexes, pour aller chercher fouiller dans les recoins certaines associations, par exemple en Russie ou en Chine ou au Tibet, quoi, pour trouver des sons particuliers. Moi-même, je suis musicien, enfin, j'arrive à jouer de la musique sur les claviers, donc j'ai fait des nappes de synthé pour donner des vibrations particulières, du djembé, hein, des percussions,
de la flûte, du chant, parce que je chante, je suis une basse profonde, donc je peux chanter, et je me suis créé plusieurs tessitures de voix comme ça, en manipulant le son, évidemment, en studio, hein, comme on dit, hein, arriver à faire des mélodies extrêmement belles, quoi, voilà. Donc tout ça, ça a donné ce qu'on appelle les retours à soi, qui est basé sur 4 niveaux, et qui sont actuellement proposés au grand public, et qui marchent très très bien, hein, dans lesquels on va à 4 niveaux, 4 fois. Ça se passe sur un week-end, hein, c'est complet, hein, samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. On fait les 4 niveaux en 2 jours. Et ça transforme les gens. Voilà, il se passe des choses. Il se passe des choses même importantes, très très importantes, où il y a des présences. Les gens, mais voient d'autres choses. Là, ils voient le côté, revoyagent dans l'au-delà. Il y a des présences de Marie pour certains. Je prends l'exemple de Jean-Paul, qui un jour n'était pas croyant du tout, lui. Alors pas du tout, hein. Il assiste au premier retour à soi, donc c'était le premier niveau. Il s'installe devant. C'était en randonnion, hein. Il y avait 40 personnes. C'était chez quelqu'un de privé. Jean-Paul, qui croyait pas en tout ça, je vais essayer, puis voilà. J'envoie le play, parce que je fais pas que le play, hein. Je navigue, je fais travailler les potentiomètres, parce que je travaille l'acoustique de la salle en même temps, sur plusieurs points de diffusion, donc voilà. Donc moi, j'observe pas les gens, et à un moment donné, j'entends pleurer au premier rang, et je vois Jean-Paul qui pleure, et après, bon, ça se termine, tout le monde est un peu abasourdi, parce qu'il faut beaucoup de temps pour redescendre, il faut à peu près une demi-heure pour reprendre sa vie, sa réalité terrestre. Jean-Paul, lui, était absent totalement. Je vais le voir, Jean-Paul, ça va, oui. Vincent, tu peux pas imaginer, il y avait la Vierge Marie devant moi. Mais je ne croyais pas du tout. Il était incroyant, lui, hein. Alors, est-ce que c'est sa pensée qui a projeté quoi? J'en sais rien, mais ça l'a rajeuni, enfin, il a changé dans la tête, quoi. Il est beaucoup plus lucide sur plein de choses, et il s'est passé quelque chose, quoi. Donc ça, c'est un exemple du début. Maintenant, il y a plein d'exemples de guérison de maladies. Des gens qui guérissent du cancer. C'est pas sur le moment. Ils viennent me dire après, 2-3 semaines après, Vincent, je vois plus mon chimio, je vois plus je fais plus de chimio, je fais plus de radio, tout va bien, je suis guéri. Et la veille, une fois la veille, au soir, j'étais en conférence la veille avec le monsieur qui passait le lendemain, le premier niveau, deuxième niveau. Il m'a dit, j'ai pas pris il avait un cancer des os, j'ai pas pris mes médicaments aujourd'hui, je vais pas les prendre. Je vais tenter de pas les prendre. Il a assisté à la conférence, tout allait bien, il avait un peu mal, mais bon, ça allait. Je vais pas les prendre cette nuit, je vais voir après le premier niveau si je peux continuer comme ça. Il fait le premier niveau, il m'a dit j'ai rien senti, j'ai plus de mal du tout. Et le deuxième, troisième, quatrième, ok, comment ça va? Ben, ça va bien pour l'instant, on verra bien demain ou après-demain, quand il n'y aura plus cette énergie-là. 3 semaines après, il m'a dit mais non, je suis guéri, j'ai plus mal. J'ai pas pris mes médicaments depuis le jour de la veille de la conférence. Voilà. Voilà comment ça se passe. Je ne sais pas comment. Ça ne m'intéresse pas de faire ça pour ça. Les gens, peut-être que ça délivre en eux une espèce de force intérieure qui va peut-être réharmoniser. C'est pour ça que je parle des harmoniques. C'est très induit, c'est-à-dire ça vient frapper l'intérieur. Et quand vous écoutez cette musique et les voix, parce que c'est la voix aussi, c'est de la musique, hein, je travaille les résonances de la voix, les harmoniques de la voix, pour qu'elles soient percutantes, qu'elles pénètrent la matière, caractériser, je veux dire, chaque élément de nos organes internes, pour les réharmoniser, pour les remettre dans une vibration tout à fait logique, qui correspond à l'enveloppe nous-mêmes, à notre individualité, quoi. Il y a une réharmonisation qui se fait par rapport à tous ces niveaux-là, puisque, en fait, les musiques sont réaccordées au 432 Hz, de toute manière, réharmonisées au 432, et non pas au 440 actuel, mais aussi avec une vibration qui est basée sur la résonance de l'eau, la vibration de l'eau. Et donc, une vibration permanente que l'on n'entend pas, hein, que l'oreille est pas audible, ne peut pas capter. Mais elle est diffusée en permanence, et vous le voyez au niveau des potentiomètres, mais vous n'entendez rien. C'est une vibration en battement, c'est un alternance, quoi. Et ça, c'est la résonance de l'eau. Et comme on est 80%, à peu près 70-80% d'eau, donc ça vient réharmoniser tout ça, quoi, voilà. Donc voilà pourquoi ces retours à soi sont très demandés, et puis tant mieux, parce que plus les gens en font, mieux c'est, puisqu'ils se comportent beaucoup mieux après, ils vont beaucoup mieux dans leur vie, quoi. Voilà.
Donc voilà, c'est trois notions de partage dans lesquelles je suis rentré, quoi, aujourd'hui. Alors évidemment, comme je le disais, c'est fatigant. Moi, je suis plus tout jeune non plus. Hein. J'ai beaucoup de voitures, j'ai le dos en compote, bref, voilà. Là, il faut que j'aille voir mon médecin parce que j'ai des problèmes de picotement dans les jambes. Ça veut dire que la voiture n'a pas arrangé les choses. Un pincement quelque part. Voilà, donc il va falloir que moi je passe le relais quelque part à quelqu'un qui fasse la suite, quoi. Hein, voilà. Donc ça c'est en cours. Je cherche, j'ai presque trouvé la personne. Maintenant, il faut que je la forme parce que c'est pas rien. Hein. Niveau de technique et son, c'est complexe. Hein. C'est pas rien. Le matériel que j'ai, c'est un matériel de pro hein, qui a coûté une fortune et que je ne travaille que là-dessus d'ailleurs. Hein. C'est du Boss Pro. Hein. Imaginez le Bose, hein, c'est le summum du son, enfin, en matière de diffusion en tout cas. Et c'est des grosses machines qui fonctionnent pour 600 personnes. Quoi. Donc vous voyez, c'est pas rien. Et quand je me déplace, c'est pas que la petite voiture qui est là, la Twingo. Hein. J'ai une grande scénique qui prend toute la place, quoi. Donc voilà, et qui est chargée à fond, quoi. Voilà. Alors après, il faut beaucoup de temps d'installation, il faut étudier la salle, je corrige l'acoustique, la salle parce qu'elle peut être réverbérante ou sèche, comme on dit, hein, peu importe. Donc tout ça, il faut que j'arrive à une cohésion, voilà. Et quand je diffuse, c'est pas appuyer sur le bouton play, c'est vraiment 16 voix, on travaille sur 32 voix, mais réduit à 16 voix pour diffuser sur tous les haut-parleurs, quoi, voilà. Donc c'est une ambiance, un environnement sonore conséquent qui apporte vraiment, c'est pas fort, attention, on respecte, on travaille avec 85 dB maximum, hein, c'est vraiment, on va pas au 120 comme dans les concerts, hein, on est largement en dessous, hein, mais c'est conséquent, vibratoirement. Les harmoniques, elles sont là, hein, vous les sentez. Hein. Et ça chatoie votre corps d'une façon douce, hein, c'est pas brutal en même temps. Hein. Voilà, c'est ça qui est, voilà. Donc ça, c'est ma façon d'être aujourd'hui, hein, d'être, de faire en tout cas. Mais comme je l'ai dit, je dois arrêter parce que j'ai une vie de couple aussi. Je dois m'occuper de mon épouse, hein, Véronique, qui elle aussi est encore un beau conte de fées à raconter ça. Et on s'est connus il y a 33 ans, en gros. On a vécu 3 ans ensemble. Et puis moi, comme j'étais tout le temps sur les routes, parce que je travaillais pour la compagnie de Rudolf Nouriel, de Patrick Dupont, des ballets de France, hein, tout simplement. Je voyage partout dans le monde entier, dans mon reçoit. Mais j'étais jamais à la maison. Donc, Véronique toute seule à la maison pendant des mois et des mois, c'est pas la peine, quoi. Donc, on s'est séparés, et puis, 33 ans après, on s'est retrouvés, quoi. Et ça, c'est vraiment un cadeau divin, quoi, qui est tombé dessus, parce que comment ça s'est passé, c'est incroyable, quoi. C'est plein de synchronicité, des signes, en accord avec le haut, quoi. Et je parle de ça, mais des signes et des synchronicités, dans notre vie quotidienne, à Véronique et à moi, mais on en a en permanence, quoi. En fait, c'est un guide, quelque part, ça nous guide sur le chemin dans lequel on doit être. Sans ces signes et synchronicités, je crois qu'on partirait vite à la dérive. On est humain quand même. Donc, mais là, on nous rappelle à l'ordre à chaque fois. Quoi. Et de façon poétique en même temps et très subtile. Quoi. Hein, voilà. Donc on s'est retrouvés 33 ans après. Là, on vit le parfait amour depuis 6 ans, 7 ans maintenant. C'est incroyable. C'est l'âme sœur, c'est vraiment la collision permanente, c'est l'échange, la complétude. C'est un mélange, c'est une mayonnaise comme ça qui marche très très bien. Quoi. Et parfois, ça frotte. Hein. Parce qu'on est humain, quoi. Donc, il y a des fois, il rentre dedans, mais ça marche toujours très bien. Mon lieu contre vous. Voilà. Et puis, on a 2 amours, là, deux chiennes calvo, lévrier espagnol, qui sont adorables, quoi. Voilà. Encore loin. Parce que représenter, que ce soit au niveau du son ou de la réalité sonore, audio, on va dire, et du dessin pictural, le côté pictural, on est très loin de la réalité, très très loin. C'est de l'approchant, c'est pas ça. Là, vous voyez pas les auras sur ces gens-là. Les auras, donc l'énergie qui entoure. Les yeux sont beaux, sont bleus, mais pourquoi bleus? Parce qu'ils sont tous bleus d'ailleurs. C'est simple, c'est cristallin, quoi. Le regard est cristallin. Et c'est le bleu pâle qui peut être cristallin, quoi. Voilà. Hein. Alors, le rêve, c'est quelque chose qui est observé ou d'une façon, comment on pourrait, comme je vous observe, ou bien on est l'acteur de ça, quelque chose. Mais l'action est très, très, très furtive.
C'est souvent dans l'observation. Hein. Le songe, c'est pareil, c'est beaucoup plus précis, plus fin et plus en profondeur, et ça vous marque. Un songe, quand vous faites un songe la nuit, vous êtes marqué. Il y a quelque chose qui s'est passé, et vous en souvenez. Le rêve, très furtif. Hein. La distinction, elle est là. Moi, ce que j'ai vécu au départ, je croyais que c'était un songe, ce n'est pas un rêve, c'est un songe. Profond, profond, profond. Alors là-dessus, j'ai mis l'excuse de l'anesthésiant, qui est quand même pendant 12 heures, quand même, c'est pas rien. Parce qu'il y a eu 10 heures, évidemment, où je me suis réveillé, mais il y a eu 2 heures après encore. Ils m'ont réinjecté un anesthésiant 2 heures après pour réparer ce qui avait été, parce que j'ai pas raconté pourquoi je suis mort, en fait. On a sauté l'épisode. C'est vrai que j'ai parlé à un moment donné, donc il commençait à plier bagages, tout le monde, à se dire au revoir, c'était bien, super, il vit, le mec, c'est bien, tout va bien. Puis d'un seul coup, les moniteurs hurlent. Vous savez, les palpeurs, enfin, l'encéphalogramme était plat, il n'y avait plus de battement de cœur, donc évidemment, ça hurle dans tous les sens. Et un panique à bord, il n'y a plus de cœur, on a eu le droit à il faut relancer, le passage cardiaque et tout. Ça ne fonctionnait pas, donc ils ont ouvert de nouveau, donc respirer tout le sang qui était là-dedans, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils se rendent compte, c'est qu'il y a une hémorragie interne au niveau de la veuve cave, c'est-à-dire une suture de plombier qui est lâchée tout simplement, mal faite, liée à la précipitation, liée à l'émoi, enfin peu importe, à l'émotion, du moment, du sacré du moment, comment dire. Et donc ça n'a pas été, ça a été mal fait. Donc le temps d'aspirer, de retrouver le sang qu'il me fallait, le résus qu'il me fallait, et ça a été 2 heures de plus, quoi, voilà. Hein, donc ils m'ont réanimé, c'est reparti là, cette fois-ci. Et donc le cerveau repartait comme c'était, parce qu'il était là, 45 minutes. Pour eux, c'était fini. Moi, ils me récupéraient en légumes. J'aurais expliqué ça après autrement. Je veux dire, c'était pas. Alors c'est pour ça que quand on fait une expérience comme ça, il se passe quelque chose en dehors de l'humain, quoi. Je sais pas. Ils maintiennent un état de vie, je sais pas, eux-mêmes là-haut, quand ils sont en condition d'expérienceur, veut dire, ils maintiennent quelque chose, hein, pour permettre le retour. Ça, je sais pas. Personne ne peut le dire. Moi, je pense que c'est ça. Parce que la science, comme vous le dites, 5 minutes après, quand il n'y a plus d'électricité, ou il y a plus d'activité électrique, on va dire, il n'y a plus rien, tout s'éteint, quoi. C'est fini. On ne relance pas la machine, quoi. J'étais trituré par des spécialistes psycho et compagnie. Et il y a le groupe Coma Sciences de l'université de Liège qui est venu me voir aussi pour me triturer dans tous les sens, pour voir où était la réalité et la vérité, quoi. Donc j'ai été questionné dans tous les sens, piégé dans tous les sens. Ah oui, 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 oui. J'étais extrêmement surpris de mon retour sain et sauf de cette histoire-là, avec toutes les capacités psychiques comme si de rien n'était, quoi. Ils n'ont rien compris. Hein. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais dit que j'étais mort. Hein. Ils n'ont jamais dit. Hein. Ils ont caché ça. Et c'est moi en recevant 3 semaines après, non, 3 mois après le compte rendu de la Sécu, parce qu'il est obligé, parce que ça coûte cher. Hein. J'ai vu tous les prix que j'ai coûté, enfin, que la Sécu a payé. Et à un moment donné, je vois 7 titres de sang. Ça m'a intrigué. Tiens, ils font payer mon propre sang. Je suis attendu, c'est pas normal ça. Alors j'étais questionné justement 3 mois après, j'étais voir mon médecin traitant, non, chirurgien, monsieur le docteur Beau, qui m'a opéré avec le Tyrone, le professeur Tyrone. Il allait faire un bilan de ce que j'avais vécu. Voilà, on en parlait. Je dis mais pourquoi vous m'avez fait payer encore le sang, vous avez fait payer le sang, mon sang, propre sang, à la Sécu, quoi. C'était mon propre sang, c'était pour moi, c'était pas pour quelqu'un d'autre. En fait, je vais vous dire pourquoi vous m'avez payé. J'ai pas été parlé. En fait, j'étais mort, hein, monsieur, un docteur. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Et c'est là, il m'a dit, comment vous l'avez su? Ben, là, par là, je l'ai su parce que je vais vous raconter maintenant. Ce que vous avez dit au moment où ça s'est passé, au professeur Tyrone, ce que vous avez pensé, et comment s'est déroulé tout le reste de l'opération. Mais ça, c'est pas possible, on a voulu vous le raconter. Ah bah bon? Votre propre pensée, on vous l'a raconté? Non. Qui aurait pu me raconter vos propres pensées? Non, non, non. Vous en vouliez à M. Tyrone parce que on a mis tellement de choses en place qu'on avait loupé l'histoire, donc c'était compliqué pour vous à gérer après pour la structure, parce que le docteur Beau était le patron de la clinique quand même. Hein. Donc voilà.
Donc pour lui, c'était pas glorieux, quoi. Donc il avait caché tout ça. Si vous auriez dû me le dire, parce que là, je vous aurais dit comment ça s'est passé, moi, réellement. Et donc je lui ai raconté. Et je lui ai raconté l'histoire de l'infirmière et du pauvre R qui s'est coupé les jambes. Ah, ça, on va le vérifier. Il est parti de son bureau, il a été vérifié. Il dit, vous avez raison, à telle heure, tel jour, à telle heure. C'est bien ça. Telle personne, j'avais dit le nom du personnage et le prénom, plutôt les prénoms. Parce que le prénom de l'un et de l'autre, quoi. Ça a été la preuve pour la suite que l'expérience, quand même, prouve quelque chose. Comment j'aurais pu, à 300 mètres de là, aller me renseigner sur une opération au même moment. Il a été surpris, c'est pas possible ça. Il est resté sur. Ah oui, il a dit que c'était pas possible. Non, pas possible. Donc, en fait. Voilà, donc, bon, allez, on parle d'autre chose. Hein. Ah oui, ça a mis à l'embarras total, autre chose. On parle d'autre chose. Alors, comment vous allez? On est parti sur d'autres explications, mais vous êtes quand même gonflé, quand même. Vous auriez dû me le dire. Hein. Bon, bref. Parce que j'ai voulu raconter, mais il a coupé court à la discussion. Enfin, bref, voilà, et il m'a dit on était surpris de vous revoir vivant. Alors, oui, alors, en fait, la plupart n'ont jamais rien compris de ce que j'avais vécu. Ils étaient petits à l'époque quand j'expliquais, j'ai tenté de leur expliquer, mais visiblement pour eux, ça les intéresse pas. Et aujourd'hui, je dirais c'est plutôt ça qui a fractionné un peu la relation, quoi. Ils me prennent encore, peut-être, dans leur propre pensée intérieure, mon père, il est complètement fou. Ce qu'il a fait, c'est fou, quoi. Les 8 ont pas voulu comprendre un peu ce que j'avais vécu, quoi. Ça les dépassait, quoi. Et comme j'ai axé ma vie là-dessus, aujourd'hui, ça les dépasse encore, donc ils veulent pas en parler. Ils auraient tendance plutôt à fuir, quoi. Parce que ça remet en cause tellement de choses en eux. Ils sont très très matérialistes, et carriéristes en plus, donc ils veulent. Pour eux, c'est un point de question sur lequel il va falloir répondre à un moment dans leur vie, hein. Mais c'est pas le moment parce qu'ils sont encore jeunes et en tant qu'adultes, pour certains, ils sont adultes, ils ont encore beaucoup de choses à vivre. Mais j'espère qu'à un moment, cette question va se poser en eux, quoi. Qu'est-ce qu'a vécu mon père et qu'est-ce qu'il a vécu vraiment? Parce qu'ils nous rabassent toujours les oreilles avec ça, mais est-ce qu'il a raison ou pas raison? Donc la balle est dans leur camp. Et ça devient un problème pour eux, une problématique en tout cas. Si je pose la question ou pas. Je souhaite qu'ils se posent la question, mais c'est pas pour autant que je les aime pas, quoi dire. Même si la difficulté de communication est aujourd'hui compliquée, ils me prennent pour un espèce de mystique, on va dire, hein, c'est clair. Ok, je l'accepte, mais j'ai vécu. Je peux pas dire au contraire, quoi. Donc je peux pas l'ignorer, c'est de la réalité. Alors moi, ce que j'ai vécu, c'est une réalité. Je ne prône pas la vérité. La vérité, elle ne m'appartient pas. La vérité, chacun la reçoit comme il la veut, quoi. C'est pas dogmatique du tout, au contraire, moi je laisse la porte ouverte. Hein. La perception de nos croyances, elle est liée à l'éducatif, c'est clair. On n'a pas tous la même éducation. Comme je dis, on n'a pas tous les mêmes outils à la maison. Il y en a qui sont, certains les affûtent très fortement pour bien foncer dans la vie. Il y en a d'autres qui sont mal affûtés parce qu'ils savent pas faire et donc c'est un peu plus rude. Donc c'est plus difficile pour eux dans la vie. Hein. Je parle de la vie, de la compréhension de la vie, pas par rapport à la matérialité, au matérialisme plutôt. Donc voilà. Alors le temps est pour certains plus court que pour d'autres, tout simplement. La notion du temps. Et quand on arrive à cette pluralité universelle, entre guillemets, de l'idéologie, qu'en fait, on se rend compte que le point final, c'est Dieu, point, c'est la finalité, c'est lui, quoi. Peu importe le chemin qu'on prend pour y arriver. Il peut être tortueux et parfois fait de fosses si bien aussi profondes que les Mariannes pour remonter non pas à la même amplitude mais à un Himalaya derrière, ce qui arrive très souvent pour les gens qui sont confrontés à des situations dramatiques, complexes de la perte d'un enfant, la douleur que ça induit, hein, c'est clair. Et c'est difficile après pour croire en Dieu, après pour croire qu'à cette possibilité. J'en ai rencontré beaucoup, j'ai moi œuvré dans les associations au deuil, hein, j'ai fait moi-même de l'accompagnement des personnes en fin de vie, donc je sais ce que ça veut dire, la perte. Voilà.
Pour eux, c'est un Himalaya à remonter, c'est jamais arrivé là-haut. Donc, la croyance en Dieu, elle est perturbée par ça. Elle est déviée par quelque chose, par un obstacle, un échec ou une douleur, peu importe. Et au bout du compte, ils vont revenir sur ce même chemin sur lequel au départ on a pris. On revient toujours sur le même. Même s'il y a des méandres, on arrivera à toujours trouver le bon chemin. Si on a envie de s'en sortir. Ça c'est clair. Il n'y a pas à juger si l'autre a un mauvais chemin ou un bon chemin. C'est son histoire, c'est sa réalité à lui, sa vérité, quoi. C'est pour ça que quand on tente à aller modifier la vérité des autres, c'est un conflit qui se déclenche, quoi, parce que qui détient la vérité sur Terre? Personne. Moi qui ai vécu l'au-delà, je ne détiens pas la vérité. Hein. Moi, j'ai vu l'au-delà à travers une forme d'une aiguille. Hein. La réalité est tout autre. Hein. Vous voyez, c'est comme si on regardait ici le paysage, vous voyez, par exemple, ce pot de fleurs, vous le voyez là. Je vois une fleur avec un pot en violet. Je ne vois que ça. Ça, c'est la réalité de l'au-delà. C'est ce que je vois. Et je le décris. Magnifique, super beau, brillant. Et quand je suis de l'autre côté, c'est, bon, en ce moment, dans l'actualité, hein, c'est là qu'on se rend compte un peu de la dissonance qui existe entre chacun d'entre nous. Euh, quand on est là-haut, quand on est de l'autre côté, enfin, de l'autre pivotoirement, quand on est sur un stade supérieur, dans une forme éthérée, quand on décide de revenir sur Terre, c'est compliqué. Déjà, on n'a pas envie, parce qu'on connaît, on sait ce qui se passe. On a la mémoire quand même. Mais, hein, l'âme a souffert quand même des vies passées sur cette Terre. Donc on revient dans des conditions qu'on a choisies, parce qu'on veut expérimenter ces conditions que l'on n'a pas connues auparavant. Et souvent, c'est surévalué. Bah oui, je suis tellement fort que je vais y arriver. Bah oui, non, tu n'y arrives pas. Donc c'est là où tu te précipites souvent dans la dissonance cognitive et c'est le suicide pour certains. Hein, bon. C'est pas dire qu'ils vont revenir pour expérimenter un peu moins fort. C'est autre chose. Hein. Nous, on choisit de venir. On a choisi, toutes les âmes actuellement, on choisit de venir dans cette période de terrestre qui est difficile. Hein, qui engendre depuis 2019 en gros, moi j'ai chiffré là à peu près le départ de quelque chose, c'est à partir de ce moment-là, mais on savait qu'à partir de cette période-là, et que certains étaient présents à ce moment-là pour être bien, pour pouvoir aider les autres. D'autres sont encore dans ce moment-là, n'étaient pas préparés, donc continuent à... Alors, il existe un phénomène aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus, qu'il y a des âmes particulières sont venues s'incorporer. Je ne parle pas d'incarnation, moi j'aime pas trop le terme carne. Carne, c'est la viande, s'incorporer, c'est plus mieux, on prend un corps, une matière. On s'incorpore avec une particularité, c'est qu'on est prêt pour prendre le relais dans le monde qui va arriver, le monde suivant. Certains initiés le savent, mais de plus en plus les gens le savent. Le monde de demain, c'est pas le monde que l'on espère. Donc voilà, ça c'est vrai. C'est le chaos qui arrive. C'est quoi? Ben, c'est fomenté par des gens qui veulent la destruction. Là, on voit bien la guerre d'Ukraine, on ne sait pas comment ça va se terminer, la guerre, Troisième Guerre mondiale. On dit qu'elle va arriver, mais non, elle n'aura pas, parce que ça va être l'intervention. S'il y a Troisième Guerre mondiale, tout le monde le sait, il n'y a plus personne. C'est pas ce qu'on veut. Il n'y a plus de personne, mais en plus, il y aurait une destruction globale, une perturbation globale dans l'univers. C'est pas rien. Une planète qui explose, je veux dire, de toute façon, de toute manière, elle va bouger de son astre, de son chemin, je veux dire. Elle risque de bousculer un peu comme un jeu de billes, un jeu de quilles, pardon, et rentrer en relation avec d'autres systèmes solaires et ainsi de suite jusqu'à l'infini, quoi. Ça c'est pas possible. Comme j'ai dit, c'est un équilibre cohérent, hein, et surtout pas y toucher. C'est pas dans notre ressort. Donc, les extraterrestres sont là, pardon. Les extraterrestres, les humains terrestres, les humains non terrestres, pardon, seront là pour nous empêcher justement de dénaturer les bombes atomiques. De toute manière. Ils l'ont déjà fait, ils l'ont prouvé. Ils ont montré de quoi ils étaient capables. Vous avez déjà vu cette vidéo où effectivement il y a une fusée, justement un missile américain chargé d'une tête nucléaire qui part pour un essai tout simplement. L'affaire elle explosé, je sais pas où.
ben, on voit un ovni, hein, une présente boule très grosse à côté, qui va dévier l'objectif, et hop, et on voit la fusée qui retombe. Sur la base américaine, une des plus importantes aux États-Unis, où il y a des silos de missiles, ils se sont aperçus qu'il y avait des ovnis, des boules, hein, qui sont au-dessus de chaque missile et qui ont dénaturé totalement la boule d'uranium qui était à l'intérieur. Inutilisable. Les relais électroniques, tout ça, plus rien ne fonctionnait. C'était la panique à bord. Je pensais que c'était les soviétiques à l'époque qui avaient envoyé ce truc-là. Donc ils sont capables. Et ça c'est des preuves, ça a été filmé tout ça. Hein. On peut voir ça sur... il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres interventions justement pour éviter. À Fukushima, ils se sont rendus compte que, ou même à Tchernobyl par exemple, les 2 centrales atomiques hein, qui ont explosé, on peut dire. Hein. L'une et l'autre ont été surveillées par les ovnis et ils ont contenu la radioactivité pour la descendre au niveau acceptable. Voilà. Donc ils sont capables d'annihiler totalement l'effet de la bombe atomique. Ça, c'est pas un problème pour eux. Qu'il y en ait 6 000 ou 12 000 têtes qui partent en même temps, peu importe, parce qu'il y en a autant de chaque côté. Je veux dire, les 12 000, ils seront... C'est comme si c'était des pétards mouillés, hein, c'est tout, voilà. Ça, c'est clair. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, après, chacun croit qu'il a envie, hein, c'est sa propre existence, comment dire. Si tu crois pas à ça, c'est pas grave. Les autres croient. Moi, je satisfais tout le monde dans ce sens-là. Vous dire, il y a cette possibilité-là, il se pose des interrogations, c'est clair. Parce que quelle preuve qu'ils peuvent apporter pour dire que ça n'existe pas? Ils ne peuvent pas. Il n'y a aucune preuve. Par contre, il y a des preuves que nous, que certains peuvent apporter, pardon, où on a vécu, où on a vu, on a filmé. Donc, on ne peut pas dire au contraire. Hein, maintenant, au niveau des gouvernements, même les États-Unis, ils en ont suivi un, on en a vu un, là, l'autre. Il y a quelques temps, la télé, là, voilà. Bon, voilà. Et au niveau des gouvernements, il y a des services qui sont totalement spécialisés là-dedans et savent très bien, quoi, que les extraterrestres existent. C'est pas un problème pour eux. Par contre, donner ça à tout public actuellement, dire un an, ça va créer un schisme complet dans la société actuelle, hein, surtout au niveau des religions, quoi, parce que ça repose la question, quoi. Sommes-nous seuls dans l'univers? Pourquoi Jésus est venu sur Terre et pas ailleurs? Ben oui, il est venu ailleurs, il a été ailleurs. Il n'y a pas que la Terre. Le même apostolat existe ailleurs, quoi. Hein, moi, je l'ai appris sur d'autres planètes, quoi. C'est pas... Jésus et Marie est quelque chose d'universel. Marie, elle est chez les musulmans, elle est reconnue quand même. C'est une question de vibration, tout simplement. L'intention vibratoire qu'il a donnée en disant « toi, je t'aime » en regardant le riz, c'est une intention vibratoire qui est chargée d'énergie vibratoire, d'amour, tout simplement. On ne peut pas quantifier ça ou mesurer à quel point, à quelle fréquence, tout ça. C'est un package dans lequel vraiment, elle est baignée là-dedans. Elle retrouve son divin, quoi. C'est tout, voilà. Son équilibre. C'est totalement équilibré, cohérent. Quand on va proférer de la haine vers le même bol de riz, il veut dire, oh là là, c'est pas cohérent du tout, il y a l'agressivité, et ça devient une dissonance totalement vibratoire qui fait que ça dénature. C'est pareil avec un arbre. Un arbre, moi j'étais un peu subjugué. Un jour, je vais à l'île de la Réunion pour des conférences, et je vais promener dans un jardin où il y avait des plantes endémiques, dont un baobab, qui était un tout petit baobab, pas très haut. J'étais avec ma nièce qui m'avait accompagné, qui habitait là-bas. J'ai vécu chez elle, et elle m'a dit, on va aller visiter le jardin là, et ce baobab-là, tu vas voir, il est très très beau à regarder. Ah ouais. Et je me sentis appelé par il m'a appelé, une espèce de, je sais pas, d'attirance prégnante, un magnétisme certain qui m'a amené vers lui, et je l'ai enlacé. Mais là, j'ai ressenti un amour absolu, quoi. Mais quelque chose de puissant, je ne pouvais plus me décoller. Donc ma nièce, elle m'a dit, bon, ben, tu viens maintenant. Elle m'a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis collé. Il veut pas me lâcher. Bien. Ben non, arrête tes conneries, elle était pas du tout là, non, mais elle me dit, ben écoute, alors, elle dit, viens m'extirper parce que là, je peux pas, moi, j'arriverai pas tout seul. Elle m'a tiré à mon cou, j'y suis arrivé, elle me dit, oh, c'est pas vrai, allez, arrête tes conneries, ben, essaye. Vas-y, mais vas-y avec une intention d'amour envers lui, tu vas voir.
collé aussi. Ben voilà. Ça existe ça, oui, bah oui, voilà. Donc tu vois, quand la notion d'amour est vibratoire, de toute manière, tout est vibration, je veux dire, c'est vrai que toute la relation est vibration, enfin, tout, la cohérence issue du feu vert, si tu enlèves un atome, juste un atome, ça devient une plaque, c'est tout. Parce qu'il y a la cohérence de l'amour qui a permis ça. L'univers est amour. C'est une boule d'amour. Si tu existes dans cette boule d'amour avec amour, bah, tu bénéficies de tout. C'est ça qui est extraordinaire.